My sister's not here. Ça paraissait un signalement banal. But her cars are here, her phone's here, her purse is here. This is not like her. Je lui demandais toujours de prévenir quand elle sortait. C'était pas normal. I said, where's my sister? He's like, I don't know. Michael était le dernier à avoir vu Madame Sandoval. On a appris qu'il y avait un autre homme. Restait à découvrir son identité. C'était un véritable casse-tête qu'il nous fallait résoudre. On a visionné des dizaines d'heures d'extraits de vidéos de surveillance à la recherche d'un indice. Ce n'était pas un comportement normal. Mais pourquoi? Elle était quelque part. Il fallait la retrouver. Sandoval County 911, what is the emergency? My nephews came home from school and their mom, which is my sister, didn't come home. What time was the last time that the kids talked to her? How long ago was that? Last night, about 10:30. That's the last time they saw her? Yeah. But from what my nephews tell me, when they went to school this morning, they said she wasn't here, but her cars were here. And her cell phone's here, her purse is here. Are you guys wanting to report her as missing at this time? Yes. We've talked to all her friends, anybody that she talks to on a daily basis, but nobody's seen her. It's just freaky. It's going to be Dawn Sandoval, 5'4", about 125, light brown hair. She has sleeve tattoos and a crown tattoo on her chest. Quelques minutes plus tard, des policiers de Rio Rancho se présentent au domicile de la personne disparue. Une certaine Dawn Sandoval, âgée de 46 ans. À première vue, c'était un signalement de disparition comme on en reçoit une dizaine chaque semaine. Mais cette fois, 2 garçons de 13 ans étaient restés seuls pendant 8 à 10 heures. C'était leur mère qui avait disparu, d'où leur inquiétude. Hello. How are you? I could be better. What's going on? So my sister's not here. Okay. This is not like her. Okay. She knows that her boy, because her and her ex-husband are going just finished finalizing their divorce, and so they have 50-50 custody. So she knows that today was her day. They went to bed last night around 10:30. She was here with the ex-husband. Last night? Yeah. They went to bed. When they got up to go to school this morning, neither one of them were here. Both her cars are here, her purse is here, her phone's here. Her phone was still connected by her bed. I had my nephew open it. She has so many missed alerts and stuff from today. And we've talked to everybody that she talks to, and nobody has seen her. He called. They knew something wasn't right. Il était évident que quelque chose clochait. C'est pourquoi on devait recueillir le plus d'informations possible et suivre un maximum de pistes afin de déterminer la direction dans laquelle orienter l'enquête. When was the last time you talked to her? Last time I talked to her is Thursday. How was her state then? How was She was okay. She never made any threats of harming herself, or? She's a strong woman. She's been through this a few times. Okay. So I know definitely, she's a fighter. Ma mère était coriace. C'était la conséquence de son premier mariage avec mon père biologique. Elle avait dû se battre parce qu'avec lui, elle n'avait pas eu une vie facile. Moi, j'ai été confronté à la mort très jeune, quand mon père a été assassiné. Du coup, ma mère nous a élevés à la dure. Mais elle aimait rendre les gens heureux. C'était une de ses grandes qualités. J'ai toujours dit qu'elle était un rayon de soleil. Où qu'elle aille, elle faisait en sorte qu'autour d'elle, les gens soient heureux. Elle nous a toujours dit qu'elle voulait qu'on aille en fac. Elle voulait qu'on travaille, qu'on ait un métier et pas qu'on se la coule douce.
Elle s'est occupée de nous. Elle était toujours là et quand il le fallait, elle savait hausser le ton pour nous pousser un peu. Elle était ferme, mais elle nous aimait comme personne. Elle faisait toujours attention à nous. C'est pour ça que c'est pas normal. Jamais elle serait partie aussi longtemps sans nous prévenir. Dès leur arrivée sur les lieux, les inspecteurs passent la maison au peigne fin. Des policiers ont fouillé la maison à l'affût du moindre signe de désordre inhabituel. On a constaté qu'il n'y avait aucune trace d'effraction, mais les membres de la famille ont remarqué plusieurs détails qui ne collaient pas. Par exemple, l'état du lit. D'après eux, c'était bizarre parce que Dawn bougeait énormément en dormant. Or, le lit n'était pas complètement défait, ce qui était très inhabituel. Les inspecteurs effectuent des prélèvements d'ADN sur la brosse à cheveux et la brosse à dents de Dawn. Ces prélèvements devaient servir, le cas échéant, à établir une comparaison avec l'ADN de Dawn, même si on espérait que ce ne serait pas nécessaire. This is Detective Brown. He's gonna have a couple questions, okay? L'inspecteur Brown se renseigne également sur Michael Encinias, l'ex-mari de Dawn Sandoval, et sur le déroulement de la journée qui a précédé sa disparition. Dawn avait 2 fils adultes d'un premier mariage, Kevin et Ricky. Mais j'ai pu parler avec ses 2 plus jeunes fils, Dylan et Donovan, des jumeaux. C'était eux qui vivaient avec elle et la connaissaient le mieux. Plus important encore, les jumeaux étaient les derniers à avoir vu Michael et Dawn ensemble la veille au soir. Ils étaient donc en mesure de nous fournir des informations qui nous permettraient d'avancer. He was with us all day yesterday because we had games in the morning. L'emploi du temps fourni par Dylan et Donovan pour la journée du dimanche était crucial pour nous. Ils étaient allés jouer au baseball. Michael était l'entraîneur de leur équipe. Ils avaient disputé 2 matchs pendant que Dawn était allée à l'église. Elle avait ses propres activités. And then we went to go eat, and I came back, and then he stayed here, yeah. I went to bed, they both went up there. Our mom came in and told us to clear the room because we're trying to sell our house. Puis les jumeaux nous ont expliqué que quand ils s'étaient levés le lundi matin, vers 6h, 6h30, ni Michael ni Dawn n'étaient à la maison. Cela dit, ce n'était pas rare que leur mère parte travailler avant eux. Mais quand ils sont rentrés de l'école l'après-midi, Dawn n'était toujours pas de retour et ses 2 voitures étaient garées devant la maison. Là, ils ont compris qu'il y avait un problème. Michael is the dad? Yeah. L'inspecteur Brown apprend que la famille a été en contact avec Michael Encinias l'après-midi du lundi. Mike told my nephew that he didn't stay here last night because she felt uncomfortable him staying the night here and that he left. But my nephew's here. The twins, they said he was here when they went to bed at 10:30. And then I talked to him. I just talked to him a while ago. And I said, "Where's my sister? You're apparently the last person to have seen her." He's like, "Yeah, I was." I said, "Well, where is she?" And he's like, "I don't know." Just real firm about it. And I hung up on him. I said, "I don't want to talk to you." Kevin avait appelé Michael avant que la famille ne contacte la police. Michael lui avait dit qu'il n'avait pas parlé à Dawn depuis qu'il était rentré chez lui et qu'il n'avait pas passé la nuit précédente chez elle. De leur côté, les jumeaux avaient vu leur mère et leur père monter dans la chambre de Dawn. Ils pensaient que Michael avait dormi là et que leurs parents s'étaient remis ensemble. Les 2 versions étaient radicalement différentes. C'est pourquoi on devait impérativement parler à Michael et entendre ce qu'il avait à nous dire. C'est alors que la sœur de Dawn Sandoval annonce aux inspecteurs que Dawn fréquentait un autre homme. She had been, like, seeing somebody. He's a sheriff or something in Espanola.
L'homme s'appelle Harold Witt. Alors même que Michael et Dawn semblaient en train de se rabibocher, Dawn sortait avec ce Harold. Du coup, c'était important qu'on lui parle à lui aussi. Quand avait-il été en contact avec elle pour la dernière fois? Que savait-il d'elle? Quelles étaient leurs relations? C'était un véritable casse-tête qu'il nous fallait résoudre, sachant que notre objectif prioritaire était de découvrir où était Dawn et de s'assurer qu'elle allait bien. Voilà un peu plus de 5 heures que la famille de Dawn Sandoval a signalé sa disparition à la police. Disparaître de cette façon, partir sans rien emporter, pas même son téléphone, ça ne lui ressemblait pas. Ma mère n'était pas du genre à partir seule. C'est pour ça que j'ai commencé à m'inquiéter. À chaque fois que je vivais quelque chose d'important sur le plan personnel, je passais chez ma mère parce qu'avec elle, je pouvais parler. C'est pour ça que c'est pas normal. Jamais elle serait partie comme ça. Désormais, les enquêteurs s'intéressent à 2 hommes. Harold Witt, le petit ami de Dawn, et Michael Encinias, son ex-mari. Dans une affaire de disparition inquiétante, dans un premier temps, la personne sur laquelle on concentre nos efforts est celle qui a vu la personne disparue vivante pour la dernière fois. Dans ce cas précis, Michael avait été le dernier à avoir vu Madame Sandoval. Les enquêteurs commencent par convoquer Michael Encinias. Appreciate you coming down. I know it's early, but so help me figure this out real quick, because you guys were married for 18 years? Yeah. Is your divorce finalized? Yeah, it was finalized February 23rd. Of this year? Yeah. So kind of help me understand those relationships since. So yeah, we separated in December, and then I've been living apart, and got divorced February 23rd, and then since then I was in a relationship, and then like on Thursday of last week, Dawn and I started talking a lot more. I don't remember if I spent Thursday or not, but yeah, I was there Friday night, Saturday night. So we were working out more, like we were talking things out, working things out more, just trying to move forward, basically. It seemed like we were going to make it work again, like we were taking the steps to get back together. I saw that like I was losing my family, like I saw that I was losing what I wanted to fix, like that's why we're trying to make this work. Quand on a interrogé Michael sur la nature de ses relations avec Dawn, il nous a expliqué qu'ils essayaient de se rabibocher. Rien ne donnait à penser qu'ils n'avaient plus aucune envie de la voir. Au contraire, ils voulaient reprendre leur vie commune. Sunday, you get home from lunch, and what happened? Sunday, we got home after lunch, and we watched TV. We just hung out in the living room and watched TV for a while. Pour la majeure partie, l'emploi du temps de Michael correspondait à ce que les jumeaux Dylan et Donovan nous avaient dit. Ensuite, l'inspecteur Brown demande ce que Dawn Sandoval et son ex-mari avaient fait une fois les garçons couchés. At that point, I was still kind of like on the fence. I wasn't sure if I was supposed to go home and I didn't ask either. Like, I waited, and I said, well, let's go upstairs. I said, okay, and I jumped at the opportunity, and we went upstairs, and then from there, like I say, we talked for a little while, and then that's when I started getting upset. That's when so I think it'd be good. Like, I want you to go home tonight. I want you to go. I want to learn to trust you again. And that's part of me, part of earning your trust. So at this point, we're good. I'm still thinking we're good, like 100%. Like, so yeah, so I left. Il a affirmé qu'il était reparti et que Dawn et lui voulaient rediscuter le lendemain. Il nous a indiqué son trajet en détail. Une fois chez lui, il est allé se coucher.
et n'est pas ressorti avant le lendemain matin, quand il est parti travailler. So was she in your truck? She didn't go in my truck. She didn't want to. Has she ever been in it? Not without me knowing, no. Puis la conversation s'oriente sur le nouveau petit ami de Dawn, Harold Witt. This whole time she was going to take his stuff back. She told me that he had to give him back his stuff. I asked her, can you mail it to him? She said, well, she don't want to mail it. The box is too heavy. It's a big jacket. So, in the back of my mind this whole time, that's like where I thought she was yesterday. When I didn't hear from her. Michael pensait que Dawn était avec Harold. C'était la seconde fois qu'on entendait parler de ce dernier. D'abord par la sœur de Dawn, puis par son ex-mari. Finalement, peut-être qu'ils étaient ensemble et qu'elle n'avait aucun moyen de prévenir. C'était une éventualité qu'on devait creuser. L'inspecteur contacte donc Harold Witt. Do you have a few minutes to talk? Yeah, I did. Yeah. So what have you been hearing, or what's been going on? I know it's been a little while. Harold était l'actuel petit ami de Madame Sandoval. Il était aussi dans la police. Mais quand on interroge un membre des forces de l'ordre, on doit le traiter comme un citoyen lambda, quelle que soit sa fonction. Well, unfortunately, the folks that I've met by phone is under the circumstances I've never met them before. Her son Kevin texted me Sunday and just asking if I knew her whereabouts. I told him I didn't. So he texted me later that night around 7 or 8, that she wasn't around, which I found strange. So I texted her asking, hey, are you okay? Your son's looking for you, give him a call. And so I kind of left it as that. The relationship between her and I is we kind of were dating, but not a serious type thing. I'm at that point in my life where that's not what I'm looking for. We hung out as friends and whatnot, but, I've always been upfront and honest about that. She understood with me, but describing Dawn as a person, to me, she seemed like she was pretty, set on starting her life over, independent, but she didn't appear sad. She laughed a lot. She was actually a real good person to be around. She was a great person to be around. I can't say nothing but positive about her. Rien dans les propos d'Harold Witt ne suggère une quelconque implication dans la disparition de Dawn Sandoval. Après lui avoir parlé, on s'est retrouvés dans une impasse. Genre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ignorait ce qui était arrivé à Dawn, et on n'avait aucune piste. Ça devenait de plus en plus inquiétant. De fait, les proches de Dawn Sandoval se demandent s'ils la reverront. Je ne voulais pas faire peur à mes frères. Je ne voulais surtout pas leur mettre dans la tête l'idée qu'elle était peut-être morte. Surtout pas. Au lieu de ça, j'ai essayé de rester positif. Elle est quelque part. Elle est quelque part et on va la retrouver. À l'affût du moindre indice, les inspecteurs épluchent ses relevés téléphoniques. On s'est aperçu que Dawn sortait avec un autre homme, un certain Lucas. Il nous fallait donc découvrir son identité et déterminer s'il était impliqué. So I guess if you could just kind of start by telling us how you know Dawn, or what your relationship with her was, or... Dès qu'on a réussi à établir l'identité de Lucas, on l'a contacté et on lui a demandé s'il était disposé à venir nous parler au poste de police.
just kind of from the beginning. Okay. We met on Match.com. I'd say March 15th, 16th, or 17th. We started texting back and forth, and then we started dating. March of this year, 2018. Yeah, just recently, like 4 weeks ago. Anything I can do to help you guys, because she was a wonderful person. She had a really big heart. Mais leur liaison est terminée. What happened was, I'm going through a divorce now, so we had met, and we were just talking, and I had just, she started falling in love with me, and I was the same way, and I said, I can't do this. You know what I mean? I've been away from my 4 months now. I said, I can't do this. I'm not ready to be that committed to somebody else. I just hope you guys get some answers or something, because she's a really good person. Il n'y avait rien dans la déclaration de Lucas susceptible d'éveiller nos soupçons. Rien qui sorte de l'ordinaire, ou qui nous donne à penser qu'il nous avait menti. De toute évidence, il s'inquiétait pour elle. Il espérait qu'elle allait bien et qu'on la retrouverait. Au commissariat, Lucas évoque alors un incident avec la petite amie de Michael, quelques jours avant la disparition de Dawn. His girlfriend, Mike's girlfriend, is like 24, 25, 26, somewhere. She's kind of young. She had called the police, I guess, so that they could have her arrested because she has some warrants of some sort. And she had told me that she was concerned about the boys being with her because the boys had told her that she was driving stoned sometimes. And I told her, I said, you can't have your boys with somebody that's irresponsible like that. Quand Lucas nous a parlé de cette histoire, on s'est demandé si quelqu'un en avait voulu à Dawn d'avoir appelé la police. Après tout, l'ex-petite copine de Michael était en prison. C'était inquiétant, d'autant qu'on n'avait aucune piste sérieuse jusque-là. Les enquêteurs décident d'aller interroger la jeune femme, Melissa, afin d'en savoir davantage sur ses relations avec Dawn. Well, like, I talked to Mike, and Mike had told me, like, yeah, like, Dawn's missing, and this and that, and I was like, really? So what do you think about everything that's going on? My gut feeling tells me that she's up to something. I feel like she has a plan. Like, God forbid anything has happened to her, but I just feel like, yeah, from the beginning, like, she's always told him, like, well, from what he told me from their past, like, yeah, she's, like, scandalous, and she does anything to win. Like, she always gets the last laugh in, and, like, she'll do anything. In my heart, I feel like she's just out there, like laughing. Without contacting anybody? Yeah. D'après le portrait dressé par l'ex-petite amie de Michael, la disparition de Dawn était entièrement préméditée. Elle faisait tout ça exprès pour faire payer le divorce à Michael. Ça semblait tiré par les cheveux, mais après tout, peut-être que Dawn se prélassait sur une plage quelque part. À ce moment de l'enquête, c'était une possibilité qu'on ne pouvait pas écarter. Je n'avais jamais cru qu'elle avait tout prévu. Je savais que c'était pas normal. Elle aurait dû rentrer. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle s'absente aussi longtemps sans prévenir personne. L'explication de Melissa laisse les enquêteurs sceptiques. Ils décident alors de s'intéresser de plus près à ses relations avec Michael. On s'aperçoit souvent que les gens ne sont pas toujours francs quand ils parlent à la police. De fait, on a découvert que Michael et son ex s'étaient parlé par téléphone, alors que la jeune femme était en prison. C'est comme ça qu'on a entendu Michael lui demander « Ne m'appelle pas sur mon téléphone perso, mais sur mon mobile pro. » Do you know the number? Can you call me back to the other phone? What other phone? Or is it hard? My work phone? I don't have the number. Je suis tombé des nues. On ignorait complètement cette information. Et Michael ne nous avait jamais parlé d'un téléphone professionnel. Ça a éveillé nos soupçons. Il était crucial qu'on obtienne ce mobile et les relevés des appels, afin qu'on puisse en extraire toutes les informations dont on avait besoin. L'inspecteur Brown va voir Michael sur son lieu de travail. We're given the same
On a passé les 2 téléphones au crible. Sur le mobile pro, il n'y avait rien de pertinent, alors on a examiné son appareil perso. J'ai alors constaté que son GPS était paramétré de telle manière qu'à chaque fois que Michael se rendait à un endroit donné, son mobile lui envoyait systématiquement un message. J'ai vu que la nuit où Dawn avait disparu, le téléphone de Michael n'avait quitté le domicile de son ex-femme qu'à minuit 13, 2 minutes après l'envoi d'un texto « Je t'aime ». Michael a fait partir ce texto alors que sa voiture était encore dans l'allée, ce qui nous a rendus méfiants. Les inspecteurs s'interrogent. Pourquoi Michael a-t-il envoyé ce texto à Dawn alors qu'il était encore chez elle? On a commencé à se dire que ce n'était pas un comportement normal. Il fallait vérifier s'il ne cachait pas quelque chose. Et pour ça, on a quadrillé son quartier pour trouver les caméras de surveillance. Ça représentait des dizaines d'heures. Des extraits de vidéos de surveillance qu'on a visionnés image par image à la recherche d'un indice. On a fini par remarquer qu'une des caméras qui se trouvait dans le quartier de Michael avait filmé son 4x4 qui revenait de chez Dawn. Jusque-là, ça cadrait parfaitement avec ce qu'il nous avait déclaré. Puis les enquêteurs font une découverte surprenante. 8 minutes plus tard, on voit son 4x4 repasser devant la caméra, puis revenir finalement à 2h50. Autrement dit, Michael était ressorti de chez lui pendant à peu près 2h30. Ça contredisait les données extraites de son téléphone, qui indiquaient au contraire que l'appareil n'avait pas bougé de la maison. On savait donc que Michael s'était absenté sans emporter son téléphone. C'était un indice décisif. Pourquoi avait-il fait ça? Pourquoi ces incohérences entre ce qu'il nous avait dit et ce qu'il avait fait? Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas d'autres éléments qui leur permettent d'établir où Michael Encinia s'est rendu cette nuit-là. Les inspecteurs le convoquent alors pour un second interrogatoire. We found some stuff, but I mean, like I wanted to come here so I can kind of explain what we've been doing, see if there's anything that we could iron out with you and stuff like that. I mean, it's been four days, you know, but there's some stuff that I wanted to talk to you about. Il a demandé « Vous avez du nouveau ?» Personnellement, j'attendais plutôt « Elle va bien ? Avez-vous des indices ? Savez-vous ce qui s'est passé ?» J'ai eu l'impression qu'il ne voulait pas nous aider. Pour moi, il cherchait à savoir où en était notre enquête. Like I don't believe anymore that she left on her own. Like, yeah, like I don't believe it anymore. Like now, yeah, now I'm starting to kind of like actually worried. Like somebody did something bad to her. That she's just out there right now, waiting to be found. Yeah, like I still believe. Yeah, like I still believe. Like, but then yeah, like Kevin, like it's like he worries me when he says like she never done this before, and like I tell him like you don't know your mom, like you don't know what lifestyle she had, like after we got divorced, like I don't know, like. Avec ma collègue, on a insisté sur notre détermination à retrouver Dawn et à découvrir ce qui s'était passé. Apparemment, ça a mis Michael très mal à l'aise. Your heart, do you feel like she's alive right now? Yes, I like to still think yes. But I know what you're saying. Like you don't want to give up all hope. Yeah, I don't want to say that. No. But yeah, like. Which side are you leaning? Like if you had a scale, which way are you going?
Because we're She's a survivor. I'm like in the middle. Like she's a survivor. I'm in the middle. Sandoval County Police Fire and Rescue. Hi. Is there any way you could send me out, I guess, the end of Southern? The end of Southern? Yeah, like the very, very end, I guess it's called, like the backbone. Uh-huh. For what reason? There's like, it appears to me to be a possible body part. I don't know if it's an animal or a person, but it kind of looks like an arm. Ce genre d'appel est très fréquent. Le plus souvent, ce sont les restes d'un animal, un cadavre de coyote ou de chien. Malgré tout, à chaque fois qu'on se rend sur place, on garde toujours à l'esprit qu'il peut aussi s'agir de restes humains. Je suis arrivé sur les lieux où le témoin m'attendait. Il m'a montré l'endroit. C'était le long d'un talus, à environ 5 mètres de la crête. Plus je regardais ce qu'il avait vu, plus il me semblait que c'était bien un bras. Au bout d'un moment, j'ai fini par être sûr. Ça voulait dire que je devais prévenir les inspecteurs et appeler mon lieutenant pour confirmer ce qu'on avait trouvé. Inspecteur au bureau du shérif du comté de Sandoval, Frank Tomlinson arrive sur les lieux. Le policier qui avait répondu à l'appel m'a emmené jusqu'à l'endroit en question. J'ai pu établir que le membre qui sortait de la terre était bien un bras humain. How did you know this was out here? He said he was cruising there on his dirt bike, and a vulture launched up from the ground. He looked. He said he smelled something bad. Stopped, saw it, called us. Okay. L'inspecteur Tomlinson informe les enquêteurs de Rio Rancho que ces restes pourraient être ceux de la personne disparue, Dawn Sandoval. Mais entre-temps, la nuit est tombée. Les policiers vont devoir attendre pour déterrer les restes. Le lendemain matin, l'inspecteur Tomlinson dirige les opérations d'exhumation. On essayait de dégager la victime, mais la terre n'arrêtait pas de dégringoler le long de la pente depuis la crête. C'est ce qui nous a laissé supposer que le corps n'avait pas été enterré, mais plutôt jeté depuis le haut. Quand on a remonté le cadavre pour le transporter au bureau du légiste, on a découvert le trousseau de clés et une pochette qui avait été signalée à l'inspecteur Brown comme manquant. Par conséquent, on s'est douté qu'il s'agissait de Madame Sandoval. Grâce à ces éléments, on allait pouvoir établir ce qui était arrivé à Dawn. À présent, l'inspecteur Brown va devoir accomplir une mission que tout enquêteur redoute. Informer la famille de la découverte macabre. Just so you know, where this Ça faisait 3 semaines qu'ils se demandaient où était leur fille, leur mère, leur sœur. Même si on a besoin de faire son deuil, c'est absolument terrible d'apprendre ce genre de nouvelles. Hey, Kevin. Good, man. Here, we're here with your grandma. Today, I don't come with very good news. There was a call last night
of a guy out in the west part of Rio Rancho. He came across something that he thought we might need to be aware of. Sandoval County deputies went out there last night and found what looked like, you know, there's no way to like sugarcoat it, but they said it looked like human remains. So they sealed everything off because it was so late, and we went out this morning, and we just got back from pretty much processing that whole area. The preliminary findings I can't say for sure, but unfortunately, the preliminary looks like it might be Dawn. On était tous parfaitement conscients de la situation. Ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas de nouvelles de ma mère. Et quand on en parlait, on savait qu'on ne la reverrait probablement pas. Quand on a appris la nouvelle, je n'ai eu aucune réaction. Je ne voulais pas passer pour un monstre, mais d'une certaine façon, j'étais content qu'elle ait été déterrée par des animaux. Parce que sans ça, on serait encore en train de la chercher. Ensuite, les enquêteurs se rendent au domicile du principal suspect, Michael, l'ex-mari de Dawn Sandoval. So, I need you to come with me for a little bit down to the station. We're going to take your DNA and your prints. Afin de comparer le résultat des analyses médico-légales aux indices qu'on avait retrouvés, il fallait effectuer des prélèvements standards des empreintes digitales et génétiques de Michael, puis les envoyer au laboratoire avec tous les éléments dont on disposait. On avait aussi une commission rogatoire pour la fouille de son 4x4 et de sa maison. On avait du pain sur la planche. Pendant la perquisition, Michael Encinias est conduit au commissariat pour un nouvel interrogatoire. On lui a appris ce qu'on avait découvert dans le désert, puis on l'a laissé mariner pendant un petit moment. Okay, so you don't want to talk about what's been going on and all that? No. Okay. It's not like you can start to the point where I need to get a lawyer or talk to a lawyer before talking anymore to you. I think I've already been extremely helpful. Dès qu'il a réclamé un avocat, on a mis fin à l'interrogatoire. Mais il fallait encore effectuer les prélèvements. Il a accepté, puis on l'a laissé repartir. C'est terrible de voir un homme dont on est sûr qu'il est coupable franchir la porte du poste de police parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour le coincer. Finalement, les inspecteurs reçoivent le résultat de l'analyse ADN qu'ils attendaient impatiemment. Come here. Put your hands. Let me see your hands. Let me see your hands. Let me see your hands. Walk this way. When I say let me see your hands, let me see your hands. Turn around. We finally got Le laboratoire a renvoyé les résultats de l'analyse des prélèvements effectués dans son 4x4. Il s'est avéré qu'il y avait bien des traces de l'ADN de Dawn sur la banquette arrière, entre autres du sang. C'était un indice déterminant, puisque Michael avait toujours affirmé que Dawn n'était jamais montée dans son véhicule. C'est grâce à cette preuve irréfutable qu'on a pu présenter un dossier solide au procureur. On suppose qu'à un moment donné de cette fameuse soirée, quelque chose a déclenché une dispute entre Dawn et Michael, et que celui-ci a fini par la tuer en l'étranglant ou en l'étouffant dans la chambre. Comme il ne pouvait pas abandonner le corps dans la maison avec les jumeaux, il a décidé de s'en débarrasser. Il a porté le corps hors de la maison, l'a posé à l'arrière de son 4x4, avant d'aller le balancer sur un plateau dans le désert.
Faire une chose pareille à quelqu'un à qui on a été marié pendant plus de 18 ans, et plus encore, faire ça à la mère de vos jumeaux de 13 ans, dans la maison où ils sont en train de dormir à quelques mètres, c'est... Je ne trouve pas les mots. Michael Encinias est mis en examen pour meurtre sans préméditation et dissimulation de preuves. 9 mois plus tard, il est déclaré coupable et condamné à 18 ans de prison. La famille de Dawn a obtenu justice dans la mesure où il y a eu un procès et où un jury a déclaré à Michael « Vous êtes coupable des faits qui vous sont reprochés et vous allez payer ». Certes, ça ne ramènera pas Dawn et ça n'a rien changé. Mais quand ses proches ont vu que cet homme qu'ils croyaient connaître avait pu faire ça à leur fille, leur sœur et leur mère, ils ont ouvert les yeux et ont pu faire leur deuil autant que ce soit possible. J'ai un collage de photos d'elle. Il y en a une en particulier où elle sourit, mais ses yeux disent autre chose. Je m'assieds et je la regarde encore et encore, jusqu'à ce que la tristesse et la souffrance disparaissent. C'est la jalousie qui l'a poussé à agir, à faire ce qu'il a fait, qui l'a poussé à la tuer. J'y ai beaucoup pensé et je suis convaincu qu'il l'a fait parce qu'elle était passée à autre chose. J'ai plein de photos de ma mère avec ma fille. Je dirais à ma fille combien ma mère l'aimait. Combien elle était heureuse d'être grand-mère. Si je pouvais, j'aimerais lui demander si elle était fière de moi. Du fait de ce qui s'est passé et de ce qu'on a traversé, je voudrais... Pardon. Excusez-moi. Le froid de l'hiver n'avait pas seulement figé la ville, il avait figé les gens à l'intérieur d'eux-mêmes. Après la mort de Molly Smith, Austin ne retrouve pas vraiment sa respiration. Elle fait semblant. Le jour, on retourne aux courses, aux cuisines, aux corvées, aux chantiers qui grandissent autour de la ville comme une promesse de modernité. La nuit, on écoute. Et quand on écoute trop longtemps, on finit par entendre des choses qui n'existent pas. Un frottement de branches devient une main sur une fenêtre. Un pas de voisin devient une intrus dans la cour. On pense avoir survécu au pire, parce que le pire a déjà eu lieu et cette croyance est exactement ce qui rend la suite insupportable. Au début, le temps fait son travail habituel. Il érode les images les plus nettes, les détails se brûlent. Les rumeurs se fatiguent. Les gens veulent croire que la violence est une anomalie. Un accident monstrueux qui ne se répétera pas. Pourtant, les enquêteurs, hués, n'ont pas silex, un agresseur qui n'a pas panique. Un agresseur qui est entré là où une femme dormait, qui l'a traîné hors de son réfugié, qui l'a laissé derrière un petit bâtiment au fond d'une propriété, et surtout, si dit-elle humiliante pour une ville qui vous et pense civilisée. Des traces de pieds nus sur une trajectoire muette qui semblait s'éloigner jusqu'à un cours d'eau proche. Comme si la nuit elle-même avait avalé le homme et l'avait recraché leurs. C'est le genre d'élément qui hante les esprits. Parce qu'il est concret sans être utile, précis sans être une épreuve décisive. Dans un extrait moderne de profilage géographique consacré à l'affaire, l'épisode est décrit avec ses empreintes visibles dans la neige fraîche menant vers Shoal Creek. Puis disparaissant comme un mensonge qui se dissout au matin. Austin. À ce moment-là, n'est-ce pas une métropole aux moyens illimités? C'est une capitale d'État en croissance.
mais encore fragile, et sa police est maigre. Le même extrait rappelle qu'à certains moments, il n'y avait qu'une poignée d'agents en service dans toute la ville, un chiffre qui fait foi dans les deux coins on imagine un prédateur capable de marcher long temps. De franchir des clôtures, de s'attarder dans une course sans être interrompu. L'écart entre la peur des habitants et les moyens réels de protection devient un gouffre invisible. D'un côté, des familles qui barricadent des portes. De l'autre, une ville qui, au fond, n'a pas suffisamment de bras pour tenir toutes ces nuits. Alors les habitants inventent d'autres bras, des rondelles improvisées. Des voisins qui se jurent, entre deux gorgées de café. Qui ne dormiront plus, des hommes qui gardent un fusil à portée de main non pas parce qu'ils savent s'en servir. Mais parce que tenir du métal donne l'illusion de tenir le destin. Et les discussions prennent une couleur nouvelle. On ne parle plus seulement d'un meurtre, on parle de la possibilité d'un retour. Et quand une communauté commence à croire au retour du mal, elle devient hypervigilante. Nervous, prête à se tromper. Pretty accuser, c'est dans cette tension. Au tournant de l'hiver vers le printemps, qu'apparaît une première signe terrible. L'idée que le tueur ne cesse pas calmer, qu'il cesse peut-être sur les mains retenues. Des sources récapitulatives de l'affaire évoquant une attaque au mois de mars 1885 contre deux jeunes domestiques suédoises, Clara Strand et Christine Martinson. Lacey's grievement blessées plutôt que tuées comme si la main avait hésité ou comme si quelque chose avait interrompu le geste. Wikipedia 1C detail est important, non pour le horreur brute, mais pour si qu'il installé dans la psychologie collective. L'agresseur peut frapper et ne pas finir. Donc il peut frapper et revenir. Une ville supporter parfois un meurtre en se racontant quelque état exceptionnel. Elle supportait beaucoup moins bien l'idée qu'un homme ait testé la nuit et qu'il apprenait. À partir de là, le temps entre les nuits devient un compte à rebours. Chaque semaine sans attaque ressemble à une victoire, puis à une menace différée. On commence à vivre dans la superstition du calendrier. Certains jours paraissent plus dangereux. Certaines phases de lune plus suspectes. On se surprend à regarder les ombres comme si elles avaient une intention. Et pendant que les gens s'épuisent à craindre quelqu'un. Quelque part, garder son énergie intacte. Le 7 mai 1885, c'est précisément y contraste le retour de la vie qui rend l'événement si brutal. Eliza Shelley, une femme noire, vit dans une petite cabane à l'arrière d'une propriété appartenant au docteur B. Johnson, sur East Cypress aujourd'hui 3rd Street. À proximité d'une ligne ferroviaire, la configuration des lieux, telle que décrite dans l'extrait de Rosmo, ressemble à tant de cours d'Austin. Une maison principale, une clôture. Une porte qui reliait un espace à l'arrière. Place exposée, place facile à approcher pour quelqu'un qui essayait de se déplacer sans être vu. Et au matin, Eliza Shelley est retrouvée morte. La tête presque fendue par une autre peut être une hachette avec, encore une fois. Si traces de pièces nues sur place, comme si le tueur s'ignite sans le vouloir. C'est ici que la peur se transforme en colère, parce qu'un deuxième meurtre clair efface l'espoir du hasard. On n'est pas face à un incident, on est face à une méthode. Et une méthode, c'est ton esprit. Les habitants n'affrontent pas seulement une violence, ils affrontent l'idée qu'une personne réfléchit dans l'ombre. Quel choisit tes moments, tes lieux, tes corps, la presse locale. On les aide par des compilations et études ultérieures, multiplie les descriptions, les hypothèses, les portraits, robots verbaux. Chacun contredisant le précédent. Un homme blanc, un homme noir, un homme jaune, un homme de guise, un homme au visage couvert et cette incohérence devient elle-même un carburant de panique. Parce que si personne ne peut décrire le monstre, alors le monstre peut être n'importe qui. Wikipedia 1.
dans la communauté noire. Un autre phénomène s'installe, l'impression d'être la proie idéale. Les victimes de ces débuts de série sont majoritairement des femmes noires travaillant comme cuisinières ou domestiques. Attaquez là où elles dorment. Parfois dans des dépendances à l'arrière des maisons, des espaces moins protégés, moins visibles depuis la rue, et donc plus faciles à violer. Des articles récents revenant sur cette histoire soulignent précisément ce déséquilibre. La terreur frappe d'abord au cœur de la communauté noire et l'attention maximale des autorités et du public s'est souvent intensifiée seulement plus tard quand des victimes blanches ont été touchées. Mais ça, toute cette asymétrie n'est pas une note de bas de page de l'affaire, c'est une partie de sa mécanique. Un tueur choisit aussi en fonction de ce qu'il croit possible et ce qu'il croit possible dépend de ce qu'une société tolère, après Eliza Shelley. La ville tente de se réorganiser. On parle de récompenses, de détectives privés, de chiens lancés dans les rues, de patrouilles nocturnes. Les récits populaires et articles de synthèse décrivent cette ambiance d'hystérie pratique. En fait, quelque chose parce que ne rien faire serait admettre l'impuissance. Mental floss, mais il y a un problème avec les réponses improvisées. Elles craignent du mouvement. Et le mouvement brûle les traces. Elles craignent des suspects. Et les suspects craignent des erreurs. Et les erreurs, dans une ville déjà fracturée par la race et la classe, ne frappent pas au hasard. Puis vient le 23 mai 1885. Et l'affaire bascule d'un cran supplémentaire parce que la violence semble changer de texture, comme si l'agresseur variait ses outils ou ses envies. Irene Cross, une autre femme noire, vit dans une petite habitation sur la propriété de Mrs. Whitman, près de San Jacinto et Linden aujourd'hui 17th, en face d'un jardin à bien connu. Là encore, l'extrait de Rosmo donne une image presque banale, une maison divisée. Des proches qui dorment à côté, une vie simple? Série, et juste après minuit. Quelqu'un entre. Cette fois, l'armée semble être un couteau. Les blessures sont décrites dans la presse de l'époque avec une horrification particulière. Et dans l'extrait, on retrouvait la phrase claquante rapportée par un témoin. Un neveu qui dit avoir vu l'agresseur un grand homme noir trapu. Pieds nus, pantalon retrousse, chapeau brun, manteau en lambeau. Si témoignage a l'air précieux, parce qu'il donnait enfin une silhouette. Mais dans une ville en panique, une silhouette peut devenir un piège. Elle peut se transformer en justification pour arrêter les bons suspects, ceux que la société a déjà appris à suspecter. Et pendant que l'on cherche un grand homme noir, l'agresseur, lui, peut être en train de sourire parce qu'il sait que la pure fait le travail de diversion à sa place. Les sources récapitulatives rappellent qu'une quantité énorme d'hommes ont été arrêtés ou examinés au fil de l'année, beaucoup d'entre eux des hommes noirs. Dans ce genre d'histoire, l'horreur n'est pas seulement dans le crime initial. Elle est dans l'onde de choc qui multiplie les victimes invisibles, les accusés sans preuves, les familles humiliées. Les communautés qui comprennent qu'elles peuvent être à la fois la proie du tueur et la proie du système. Et c'est là qu'apparaît un autre détail qui rend l'époque encore plus suffocante. Les outils d'enquête modernes n'existent pas. Pas de bases de données. Pas d'empreintes digitales comme sciences policières standard. Pas de typage sanguin. Pas de profil ADN. Les gens doivent se contenter de ce qu'ils ont. Des traces, des rumeurs, des horreurs, des chiens, des intuitions. Un article de synthèse sur l'affaire souligne justement à quel point cette chasse se déroulait dans une semi-obscurité méthodologique. Avec une police qui s'accrochait à des pistes fragiles d'une population qui exigeait un coupable, mental floss, 3. Quand une ville exige un coupable. Elle obtient parfois un coupable pas forcément le bon. À ce moment précis de l'histoire,
Quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. L'affaire commence à se raconter elle-même. Le tueur n'a pas encore son surnom le plus célèbre dans les journaux contemporains, mais la ville. Elle commence déjà à inventer une légende. Et c'est en mai 1885, dans une lettre, qu'un habitant d'Austin qui deviendra célèbre, William Sidney Porter O. Henry utilise l'expression servant girl, annihilators pour plaisanter sur ces raids qui rendent la ville vivante et pendante, les heures mortes de la nuit, cette phrase. Souvent citée ensuite, à la fois d'un humour de survie. Quand on essaie de pas arrêter quelque chose, on les transforme en mode. Mental Floss 3, mais c'est que la plaisanterie masque. C'est l'état réel des nerfs. Après Irene Cross, les nuits ne sont plus seulement inquiétantes, elles deviennent politiques. On surveille qui se promène, on surveille qui boite, on surveille qui traîne près des maisons. Les femmes changent leurs habitudes quand elles le peuvent. Rentrant plus tot, dorment plusieurs. Demandent à un homme de rester à proximité comme si la présence masculine, même impuissante, pouvait repousser le mal. Les propriétaires imposent des règles. Les salons fermentent plus tot selon certaines recettes. La ville tente de discipliner la nuit comme on discipline un enfant rebelle. Culture Map Boston, forêt pourtant, au fond de chacun sait une chose, si ces mesures ne garantissent rien. Elles ne font que réduire l'angoisse assez pour que le lendemain existe, si qui commence aussi à émerger. Subtilement, c'est la question du terrain. Les lieux des attaques ne sont pas choisis sur hasard, si sont souvent des espaces de l'arrière. Des cabanes, des cuisines séparées, des petits bâtiments qui ne créent pas si vite une personne protégée, dans l'extrait de Rosmo. On voit se répéter la même géographie de vulnérabilité. Une victime est logée à l'arrière d'une maison principale. Une clôture, une allée. Un passage, une distance courte entre la rue et un lit. C'est une leçon brutale sur la manière dont une ville se construit. L'architecture reflète les hiérarchies. Et les hiérarchies deviennent des opportunités pour un prédateur. Et puis, quelque chose se détraque dans la chronologie mentale des habitants. Au début, on se souvenait très bien de la nuit de Molly Smith. On se souvenait de la date, du froid, du choc. Mais à mesure que les attaques s'additionnent, les gens ne retiennent plus une nuit. Ils retiennent une saison entière de tension. On commence à confondre les détails. On mélange les descriptions. On jure avoir entendu parler d'une attaque la semaine dernière alors qu'elle date de 2 mois. La peur ne respecte pas l'ordre du temps. Elle compresse tout un sur le présent permanent. Et c'est précisément dans ces chaos émotionnels que l'agresseur peut mieux se cacher. Ainsi stade fin mai 1885. Austin est déjà une ville changée. Pas encore brisée, pas encore à son pic d'hystérie. Mais changée, elle a appris que l'horreur peut entrer par les chemins ordinaires. Une arrière-cour, une porte, une fenêtre, un carré de nuit. Elle a appris que les témoignages peuvent être des armes à double tranchant. Elle a appris que l'on peut multiplier les arrestations et rester pourtant dans le noir. Et surtout, elle commence à pressentir la vérité la plus angoissante. Ce qui se passe n'est pas une avant et une après avec une fin nette. C'est une série. Et une série, par définition. Promet de continuer. La ville ne le dit pas encore à haute voix. Mais elle le sent déjà dans son corps collectif. Il y aura d'autres nuits. Et la question n'est plus seulement qui est-il. La question devient où ira-t-il ensuite. Parce qu'après Molly Smith, après l'attaque de masse contre les 2 domestiques suédoises, après Eliza Shelley, après Irene Cross, une forme se dessine, une forme faite de répétition, d'audace, d'une étrange signature de pieds nus et de cette certitude que le tueur connaît mieux la nuit d'Austin que ce qui est vivant. Wikipedia 1. Letty arrive à Austin comme une trêve qu'on n'a pas demandé.
La chaleur rallonge les soirées. Les fenêtres restantes entrouvertes placent longtemps. Les cours sentant la poussière tiède et l'herbe écrasée, et la ville voudrait croire que la lumière va gagner sur ses cuirodés. Mais c'est que la lumière fait, parfois, c'est seulement dessiner place nettement les zones d'ombre depuis les attaques du printemps. Austin a appris une nouvelle discipline, celle de la méfiance. On n'en parlait pas toujours à voix haute, on vit avec. On fermait place tot. On s'y couche place tard, on sursaute place vite. On se promet qu'on faire attention, comme si faire attention pouvait être un talisman. Dans les quartiers où vivent celles qu'on appelle les servantes parce que leur travail se fait dans la maison des autres, l'anxiété est un objet du quotidien. Les nuits, surtout, ne ressemblent plus à des nuits, elles ressemblent à un test. Chaque craquement de clôture est une question, chaque chien silencieux est une menace. Les plus chanceux dorment à plusieurs, épaule contre épaule. Comme si la proximité pouvait empêcher la mort d'entre eux. Les moins chanceux n'ont que leur fatigue. Et l'obligation de se livrer toutes, les journaux parlant. Les comités de vigilance s'organisent, et pourtant l'impression générale reste la même. Quelqu'un a pris l'habitude de venir quand la ville est immobile. Les récits de ces travaux qui reviendront plus tard sur ces crimes insistent sur ces points répétés. Les victimes sont attaquées à l'intérieur, au lit. Là où personne ne veut imaginer un danger, Wikipédia one. À force, la pire devient une sorte de météo. On s'y habitue sans s'y résigner. C'est ce mélange qui rend la suite si brutale. Le momento. Après des semaines de tension et d'attente, la ville se relâche d'un millimètre juste assez pour que l'intrus retrouve son avantage. 6 millimètres la peut être une fenêtre ouverte parce qu'il fait trop chaud. Une porte qu'on n'a pas scalée parce qu'on s'est endormi avant la fin de la ronde. Un homme sans surveiller qui s'assoupite. Parce qu'un corps humain ne peut pas rester en alerte indéfiniment. On dit souvent que les tueurs ont série montant en puissance. Dans une ville comme Austin, en 1885. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une sensation collective. Comme une vague qui revient, plus lourde, plus proche, à chaque fois. Ce qui a été observé dans plusieurs synthèses y compris dans des analyses modernes qui s'appuient sur les descriptions d'époque, c'est une forme de régularité. La nuit, l'entrée discrète, la chambre, l'attaque, puis si silence presque impossible qui suit. Sans cri entendu, sans alarme. Comme si l'agresseur réussissait à voler non seulement la vie mais aussi le son. Dogs, gâteau, y existait. Et du tout, et puis l'été passe. Et l'attaque suivante fait quelque chose de très précis à l'esprit d'une ville. Elle lui prouve que l'attente n'est pas un délire. Avec out arrive l'agression déclara Dick, décrite plus tard par des récits locaux comme particulièrement impossible à regarder. Au point qu'un journaliste de l'époque aurait écrit qu'elle semblait scalpée. Elle le sauve vite. Mais l'état dans lequel on l'a retrouvée sert d'avertissement à tout le monde. L'agresseur est toujours là. Et il n'a pas perdu la main pour ce qui, depuis mai, tentait de se convaincre que la série s'était essoufflée. C'est une claque pour ceux qui n'avaient jamais vraiment cessé de croire. C'est pire, c'est la confirmation que la nuit n'a pas changé de propriétaire. Culture Map Austin 3. La violence, ici, ne se contente pas de tuer. Elle enseigne. Elle apprend aux habitants à imaginer l'attaque avant qu'elle n'arrive. Et cette imagination devient une seconde prison. Clara Dick n'est pas seulement une personne agressée. Elle devient un miroir dans les cuisines et les chambres de service. Dans les petites cabanes à l'arrière des propriétaires, on s'y reconnaît en elle. On se dit qu'elle aurait pu être moins. Et parce que beaucoup de ces femmes n'ont pas le pouvoir de se déplacer ou de changer de conditions, leur peur n'a pas d'issue. Elle n'est pas une émotion passagère, elle est un environnement.
La police, elle est prise dans un engrenage. Place la panique monte. Place la ville exige des arrestations. Place il y a d'arrestations. Place l'enquête s'ébrouille. Des récits postérieurs évoquent des centaines d'hommes arrêtés au fil de l'année non pas parce qu'on savait, mais parce qu'il fallait montrer qu'on faisait. Et de chaque fois qu'on relâche un suspect faute de preuves, la ville entend autre chose. Il est encore dehors. Wikipédia 1. Alors les réflexes les plus anciens se révèlent. Chercher un visage à la peur. Les descriptions contradictoires circulant un homme grand. Un homme trapu, un homme jaune. Un homme de guise, un homme au visage couvert et plus elle se contradisant. Place elle deviennant utile les aux préjugés, chacun peut y piocher la version qui conforte sa méfiance du voisin. La nuit, on ne voit pas bien. Et quand on ne voit pas bien, on sait très vite. C'est comme que la ville devient dangereuse pour les innocents, en plus d'être dangereuse à cause du tueur. Wikipédia 1. C'est dans cette atmosphère, déjà chargée d'électricité, que la fin out apporte une nouvelle fracture. Place profonde encore, parce qu'elle touche à quelque chose que même les gens habitués à la dureté de l'époque ont du mal à absorber. Un enfant, la nuit du 30 out 1885. Rebecca Rami est attaquée et laissée inconsciente. It's a feeling Mary. Âgée de 11 ans, est MNI. Si dit-elle l'emportement change tout jusque-là. Beaucoup d'habitants se représentent le prédateur comme un intrus qui attaque et s'enfuit. Là, l'idée qu'il puisse prendre le temps de déplacer une victime, de la soustraire à la maison, de la conduire ailleurs, allonger la nuit dans la tête des gens. On n'imagine pas seulement l'instant de l'attaque. On imagine le trajet. Et le trajet, c'est la terreur pure. Parce qu'il implique du temps, mais c'est fort. Quand Mary est retrouvée, les récits modernes qui compilent les éléments disponibles parlent d'une violence qui dépasse les besoins de tuer. Comme si l'acte était devenu une démonstration. L'affaire, déjà insupportable, devient alors franchement obscène pour la conscience collective. Elle ne vise plus seulement des femmes adultes isolées dans leur sommeil. Elle atteint l'enfance. Et une ville pute, à la rigueur, se raconter des mensonges sur les risques pris par une femme adulte, mensonges cruels, mensonges pratiques. Mensonges pour se protéger psychologiquement, mais face à une enfant. Si ces mensonges ne tiennent place, il ne reste que la vérité nue. Quelqu'un décide que personne n'est intouchable, mais c'est fort. À partir de là, la peur change d'âge. Elle n'est plus seulement la peur des femmes qui dorment seules. Elle devient la peur des mères. Et la peur des mères est une force qui traverse les classes et les quartiers. Elle entraîne une ville entière dans une posture nouvelle. Protéger les enfants, les surveiller, les garder près de soi, limiter les déplacements, dormir dans la même pièce, parfois dans le même lit. Les nuits se peuplent de silhouettes armées pas forcément efficaces, mais nombreuses. On double les verrous, on cale les portes. On se passe le mot, et tout cela ne guérit rien. Parce que le vrai poison n'est pas l'absence de barres aux fenêtres, c'est l'idée qu'un homme a réussi. Encore, entrer et ressortir. Les études et résumés historiques retiennent aussi une autre dimension, la géographie de la vulnérabilité. Beaucoup de victimes vivant dans des dépendances à l'arrière des maisons, dans des espaces moins visibles depuis la rue. Plus faciles à approcher et à quitter des analyses modernes. En retraçant les scènes et les itinéraires possibles, montrant comment le prédateur semble profiter des passagers. Des clôtures, des scores, des zones où l'on peut se déplacer sans être vu comme si la ville est, même lui offrait des couloirs. Cette sensation que l'architecture collabore involontairement rend l'angoisse encore plus intime. Parce qu'elle signifie que même la maison connue contient des angles morts, docks, gâteaux, TXT,
Et du tout, dans les maisons blanches plus riches, on réagit avec des moyens, on peut payer quelqu'un pour garder. On peut améliorer les serrures, on peut imposer des règles aux employés. On peut demander davantage à la police dans les quartiers noirs et les espaces de service. On réagit avec des stratégies de survie, dormir à plusieurs. S'organiser entre voisins, vers le tour de rôle. Et surtout, apprendre à être fatigué tout en restant vigilant si qui est une torture lente. Un article récent rappelant l'affaire souligne explicitement le déséquilibre racial dans la manière dont la terreur a frappé dans l'attention qui lui a été accordée des victimes majoritairement noires. Des vies traitées comme moins urgentes, jusqu'au moment où la ville dans son ensemble se sentit atteinte. Si rappel n'est pas un commentaire moderne ajouté après scoop, c'est une clé pour comprendre pourquoi le tour a pu durer. Mais c'est fort. Et dans ce climat, une autre chose arrive, presque mécaniquement. La rumeur devient une seconde enquête. On croit reconnaître un homme après coup trop tard. On accuse un voisin qu'on n'aimait pas. On dit qu'on a vu un inconnu pieds nus. On prétend qu'il se déguise. On ajoute des détails à chaque répétition. Comme si l'imagination devait combler, si et que la preuve ne peut pas donner, les sources qui compilent les témoignages et descriptions de l'époque insistant sur la contradiction permanente des signalements. Et cette contradiction n'est pas un simple problème d'archive, c'est un symptôme de panique. Quand tout le monde voit un monstre, tout le monde voit un monstre différent. Wikipédia 1. La police. Quand c'est entre la pression publique et l'absence d'outils modernes, se retrouve à faire ce que font toutes les institutions lorsqu'elles ont peur d'être ridiculisées. Elles multiplient les gestes visibles, patrouilles, arrestations, interrogatoires, annonces, et pendant ces temps. Celui qui tue n'a besoin que d'une chose, que la ville s'épuise. Parce qu'une ville épuisée finit par relâcher sa garde, même si elle ne veut pas. Une ville épuisée confond l'ombre et la preuve. Une ville épuisée devient irrationnelle. Et l'irrationnel, c'est la couverture parfaite. Ce qui rend la période d'août 1885 si cruciale dans la narration, c'est ce qu'elle change la logique interne de l'histoire. Jusqu'ici, on pouvait encore, dans un coin de tête, garder une hypothèse propre. Un homme vise un type de victime, sous un motif, et finira par se faire prendre avec Clara Dick. On comprend qu'il peut laisser une survivante, ce qui veut dire qu'elle accepte les risques. Avec Mary Ramey, on comprend qu'il peut viser un enfant, ce qui veut dire qu'il n'a plus de limites évidentes, et quand un prédateur n'a plus de limites évidentes. La ville ne cède plus qu'elles règles inventées pour se protéger, parce qu'il n'y a plus de profil rassurant auquel s'accrocher. Wikipédia 1. C'est ce moment-là que l'on sent, presque physiquement, le glissement vers l'autonomie. Pas seulement sur le calendrier dans l'humeur, comme s'il était. Au lieu d'apaiser, avait servi à chauffer la peur jusqu'à la rendre prête à exploser. Les nuits d'Austin deviennent lourdes, et les regards de jour deviennent soupçonneux. Les hommes qui veillent le font avec des nerfs vifs, les femmes qui se couchent le font avec une prière muette. Passé soir est la ville. Elle commence à comprendre quelque chose de pire qu'un tueur. La façon dont un tueur peut remodeler une société entière, simplement un revenant. Docs, gâteau, texte, edu 2. Septembre arrive avec une ironie cruelle. C'est le mois où la ville devrait revenir à LA. Où l'on devrait sentir une reprise, une routine de rentrée. Un retour à l'ordre et Austin. En 1885, septembre ne ramène pas l'ordre. Il le démonte piece par piece. Après les attaques de l'été, surtout après l'enlèvement et la mort de la petite Mary Ramey, la peur n'est plus une alerte. C'est une position permanente du corps. On vite penche vers l'avant. Comme si l'on attendait un choc en Dortmund,
on Boyd Place, on surveille davantage. Et place on surveille, place on s'y persuade que l'on comprenne. Une ville qui a peu fini toujours par croire qu'elle sait. Et c'est la connaître la seconde histoire. Celle qui ne se lit pas dans les rapports mais dans les regards. L'histoire des suspects émotionnels. Car dans un tel climat, le coupable n'est pas seulement celui qui tue. Le coupable, c'est aussi celui qui ressemble au tueur dans l'imagination collective. Celui qui marchait trop tard, celui qui ne saluait pas. Celui qui a un pas trouble, celui qui a la peau de la mauvaise couleur au mauvais endroit. Les sources qui reviennent sur cette affaire répétant un fait simple. Les descriptions du meurtrier changent sans cesser. Parfois d'une nuit à l'autre, parfois d'un témoin à l'autre. Au point de devenir un kaléidoscope de silhouettes contradictoires. Tantôt un homme blanc, tantôt dark complexion, tantôt un yellow man terme de l'époque qui pouvait désigner un noir à peau claire. Une personne métisse, ou simplement une étiquette lancée pour donner un visage et une pure confusement raciale tantôt un homme grime au lamp black. Tantôt quelqu'un en robe type Mother Hubbard, tantôt un homme au chapeau mou. Tantôt un visage dissimulé par un tissu clair, Wikipedia 1. Ce n'est pas une simple confusion, c'est un mécanisme. Quand une ville panique, elle fabrique des suspects comme elle fabrique des rumeurs. Pour se donner une prise, est la prise la plus facile. C'est l'archétype, le mauvais homme qu'on connaît déjà. C'est lui qui porte sur lui la présomption sociale. Les compilations historiques et analyses modernes rappelant l'ampleur des arrestations au fil de 1885. Des hommes arrêtés, interroges, relatés, parfois sans autre raison que d'être disponibles pour l'angoisse publique. Wikipedia 1. On voit alors la ville se scinder en deux types de vigilance. D'un côté, la vigilance officielle. Une police sous pression, des patrouilles renforcées. Des promesses, des rondes. De l'autre, la vigilance privée. Des comités de quartier, des groupes de voisins. Des hommes qui veillent armes parce qu'ils ne supportent plus l'idée de ne rien faire, et cette vigilance privée. Au début, ressemble à du courage. Elle se transforme vite en autre chose, une recherche de boucs émissaires, un désir de punir avant de comprendre le danger. Dans une affaire comme celle-ci, n'est-ce pas seulement le tueur? C'est le moment où la ville devient elle-même un piège, capable de se retourner sur les innocents. La peur, en septembre, devient également une économie. Les serruriers travaillent. Les vendeurs d'armes se frottent les mains. Les hommes qu'on peut payer pour garder trouvent du travail. Ceux qui ne peuvent pas payer inventent des solutions, dormir à plusieurs. Déplacer les enfants, mettre une chaise contre la porte. Suspendre une casserole pour qu'elle tombe si quelqu'un entre. On se surprend à écouter la nuit comme si l'oreille pouvait remplacer la police. Et cette façon de vivre, la tension continue finit par ronger la psychologie. Une ville épuisée jure plus vite. Une ville épuisée, pardonne-moi. Et si pointe de l'histoire. Un autre phénomène s'installe. La réputation comme épreuve. On ne cherche pas seulement qui est tête de horse, on cherche qui est capable de cas. Être capable, dans la bouche d'une ville, ne signifie pas forcément suspect. Cela signifie déjà marginal. Déjà isolé, déjà accusé. Chaque homme un peu étrange devient une piste. Chaque querelle domestique devient une hypothèse. Chaque mari violent devient, pour le voisinage, une version miniature de l'annihilateur. Et ce brûlage a une conséquence terrible. Il permet aux vrais prédateurs de se dissoudre dans une mer de faux prédateurs, pendant que la ville s'empoisonne à la suspicion. L'agresseur, lui, continue d'écrire sa logique dans le noir. Il choisit encore les heures au long d'ordre. Il choisit encore les endroits où une vie est moins visible depuis la rue. Il profite encore de ce que l'architecture offre. Des arrière-cours, des clôtures,
des dépendances, des passages qui font de la ville un labyrinthe doux. Les archives et synthèses retiennent cette constance, les victimes attaquées à l'intérieur. Au lit, comme si l'objectif premier était d'entrer dans l'intimité absolue avant même de tuer. Wikipedia 1. Et puis. Dans la nuit du 28 septembre 1885, Austin reçoit l'un des coups les plus déstabilisants de toute la série. Cette fois, ils ne sont pas seulement des femmes isolées, mais un couple, Gracie Vance et Orange, Washington. Un homme, donc cela trouble l'idée que la ville commençait à se fabriquer d'un tueur spécialisé. La présence d'un homme sur la liste des morts rend l'histoire plus vaste, plus imprévisible. Si un homme peut être tué aussi, alors personne ne peut se raconter que ne le concerne pas. Les listes de victimes et récits historiques associent clairement cette nuit à la série. Wikipedia 1. Ces meurtres-là ont un effet particulier sur l'imaginaire collectif. Ils dégonflent l'illusion de l'amour masculin. Parce que depuis des mois, une partie de la ville s'est rassurée avec une idée très simple et une idée fausse. Mais confortable, un homme dans la maison. C'est une protection, ou un homme peut dormir. Un homme peut ne pas s'entendre, un homme peut être surpris. Un homme peut être abattu cette nuit-là. Ce n'est pas seulement deux personnes qui mourront, c'est un mythe qui tombe. Et quand un mythe de protection tombe, la peur se met à circuler sans obstacle. La réaction est immédiate, davantage de rounds, davantage de controls, davantage de signalements. Mais si est signalements, encore une fois, sont nourris d'émotions plus que de vérité. On cherche la silhouette pieds nus. Parce qu'elle hante la légende de la série depuis les premières scènes. On cherche l'homme qui marche sans bruit. L'homme qui traverse une cour comme s'il y avait grandi. Certains récitent ces discussions modernes rappellent qu'une empreinte aurait été remarquée avec une particularité au pied et qu'un suspect historique est Nathan Elgin. Un jeune cuisinier noir de 19 ans a été plus tard mis en avant par des recherches et des missions, notamment parce qu'il vivait près des scènes et qu'il lui manquait un orteil. Detail qui collait à une interpretation de certaines traces. Wikipedia 1. Mais à l'automne 1885, cette hypothèse n'est pas encore une histoire propre qu'on raconte au passé. À l'automne, il n'y a que du présent. Et dans le présent, ce qui s'est passé est beaucoup plus brutal. Les hommes noirs, surtout, deviennent des hombres suspectés avant même de devenir des individus, la série ayant touché en premier lieu majoritairement la communauté noire. La ville blanche s'est longtemps permise une distance, puis, quand l'anxiété déborde vers des victimes et des quartiers qui étaient perçus comme plus respectables, la tension s'est intensifiée et cette intensification s'est souvent traduite par plus de force, plus d'arrestations, plus de pression sur les mêmes communautés déjà exposées. Des articles récents revenant sur l'affaire soulignent clairement cet aspect. L'inégale valeur accordée aux victimes a ralenti et déforme la réponse. Et l'hystérie ensuite frappée avec d'autant plus de violence, mais c'est tout. Dans une violence fracturée, chaque nouveau crime ne produit pas seulement une peur supplémentaire. Il produit une explication différente, alignée sur le camp de celui qui parlait. Certains jurent que le tour est noir, parce que la ville raciste est toujours prête à cette conclusion. D'autres jurent que c'est un blanc de guise, parce que cette idée permet d'expliquer l'audace et l'impunité. Un homme blanc aurait plus de liberté de mouvement, plus de facilité à ne pas être interrogé, plus de chances d'être invisible aux yeux de la police, cette hypothèse. Même si elle n'est pas prouvée, circule précisément parce qu'elle colle à une vérité sociale. L'invisibilité n'est pas seulement une compétence individuelle, c'est un privilège. Et plus les descriptions divergent, plus chacun peut y trouver son compte. Wikipedia 1. La rumeur, en 1885, ne se contentait pas de décrire.
Elle invente des scénarios. On dit que le tueur travaille à deux. On dit qu'il appartient à une bande. On dit qu'il connaît les maisons parce qu'il y travaille. On dit qu'il se glisse par les fenêtres parce qu'il est mince comme une ombre. On dit qu'il dort le jour et qu'il guette la nuit. À force, on a l'impression que le tueur n'est plus un homme, mais une fonction. Comme si Austin avait écrit un post invisible. C'est lui qui vient quand on dort. Les sources récapitulatives notent que des rumeurs d'accomplis ou de gangs existent. Wikipédia 1. Et voilà comment naissent les suspects émotionnels. C'est lui qui connaît trop bien les lieux. C'est lui qui n'a pas peur. C'est lui qui a l'air de savoir. C'est lui qui parle du crime d'une voix trop calmée. C'est lui qui sourit au mauvais moment. C'est lui qui s'éteint au mauvais moment. Une ville ne sait pas quoi faire de l'incertitude. Elle est la remplie avec des questions. Des mots, des accusations. Et l'on voit des scènes typiques d'une panique urbaine. Un homme poursuivi par sequelles courroux. Un autre parce qu'il la marche lentement. Un autre parce qu'il abaisse les yeux. Le soupçon devient une contagion, et la contagion est plus rapide que l'enquête. En arrière-plan, il y a aussi la dimension la plus difficile à supporter, celle que l'on peut deviner sans en faire un spectacle, le caractère intime et humiliant de certains crimes. Les compilations de l'affaire indiquent des éléments répétés de mise en scène et de mutilation, dont certains détails reviennent comme une signature. Wikipedia 1 or plus un violent symbol ritualisé, plus elle provoque ce type de pire qu'on ne sait pas nommer. Une peur qui ne dit pas seulement on peut mourir, une peur qui dit on peut être réduite. Profane, expose. Et cette peur-là est particulièrement féroce chez les communautés déjà privées de dignité sociale, si il n'est pas seulement la mort qui terrifie. C'est la façon dont la mort est infligée, comme une déclaration. Après la nuit du 28 septembre, Austin ne croit plus au hasard. Elle ne croit plus non plus qu'elle les rendait suffisantes. On commence à parler de cunning madman, de folie, d'obsession pour la mise à mort des femmes une façon de mettre un mot clinique sur une intérieur qui, sign-on, ressemble trop au mal-peur. Des journaux nationaux mentionneront plus tard ce type d'interprétation dans leur couverture de la série, comme si l'Amérique tentait de transformer l'horreur en diagnostic. Wikipedia 1. Et pendant que la ville cherchait une explication rationnelle à la folie, l'obsession, le sadisme et le quotidien continuent. Parce qu'il doit continuer, les domestiques se lèvent. Les cuisines s'alimentent, les enfants vont et viennent. Et ce contraste, encore une fois, est ce qui rend l'histoire si oppressive. L'horreur n'empêche pas le travail. Elle s'y accrochait. Elle est entrée dans les maisons par les mêmes portes que les servantes. Mais la nuit, elle investe tout. La maison, sans être un lieu de protection, devient une scène potentielle dans cette partie de l'histoire. Il faut aussi sentir le changement d'angle. L'affaire ne concerne plus seulement les victimes. Elle concerne désormais ceux qui se croient au-dessus de la catégorie victime, ceux qui imaginent que les meurtres de femmes noires, dans des dépendances à l'arrière des propriétés, étaient une tragédie triste mais éloignée. La ville commence à comprendre que la distance sociale n'arrête pas son intrus, et si basculement prépare l'ultime accélération. Parce que quand la peur touche les classes qui ont une voix plus forte, elle impose une autre pression à l'enquête, aux journaux, aux politicians, à la police, mais c'est tout. C'est là que l'on voit la vraie violence d'une société inégale, pendant des mois. Les premières victimes ont été pleurées dans des cercles plus étroits, dans des communautés dont la douleur n'avait pas de tribune. Puis, quand la menace semble traverser les lignes de couleur et de statut, la ville blanche exige des résultats, et l'exigence de résultats, quand elle est guidée par la panique, ne produit pas forcément la vérité. Elle produit parfois une condamnation commode. Elle produit parfois un coupable que l'on peut exhiber pour calmer la ville.
et un mécanisme apparaîtra tragiquement dans la fin de l'année, quand l'affaire s'enroulera autour de soupçons conjugaux, de procès, de rumeurs et de décisions prises sous le voile brûlant de l'opinion. Wikipédia 1. Mais avant même décembre, l'automne 1885 est déjà un théâtre d'obsessions. La ville s'obsède de détails, une empreinte. Un chapeau, un tissu clair sur le visage. Une robe qui flottait dans la nuit, une démarche particulière. Un homme aperçu près d'un jardin à bière, un autre près des voies. Les détails deviennent des personnages, et on sent l'angoisse changer de forme. Au printemps, on avait peur d'un intrus. À l'automne, on a peur de son propre voisin. On a peur de se tromper, mais on a encore plus peur de ne pas accuser. Le soupçon devient une manière de survivre psychologiquement, même s'il détruit le tissu social. Et c'est ainsi que la ville se prépare, sans le savoir. À son point de rupture, l'annihilateur de quel que soit le nom qu'on lui donne ne tue pas seulement des corps. Il tue la confiance. Il transforme les maisons en pièges et les rues en tribunaux. Il enseigne à Austin une leçon qu'elle n'oubliera pas. Quand le mal frappe dans l'ombre, la société révèle ses propres ombres en réponse, si qui reste. À la fin de cette phase, ce n'est pas seulement une liste de noms. C'est un climat, une ville qui ne sait plus distinguer la prudence de la paranoïa, la justice de la vengeance, le témoin du fantasme. Et au-dessus de tout cela, l'idée insupportable que la prochaine nuit ne demandera la permission à personne. Wikipédia 1. Le lendemain, la lumière avait cette cruauté particulière des matins d'après-drame. Elle révélait tout sans rien réparer dans le service pédiatrique. L'air sentait le savon et les machines. Et Claire comptait encore les respirations de Louis comme si chaque inspiration était une victoire fragile. Il dormait par à coups. Comme si son corps n'osait pas s'abandonner complètement. Comme s'il craignait qu'une seconde de relâchement suffise à le ramener dans l'ombre du tunnel. Quand il se réveillait, ses yeux cherchaient d'abord le visage de sa mère. Puis ils dérivaient vers un coin de plafond, là où personne ne se tient. Comme s'il s'attendait encore à voir quelqu'un observer. Silencieux. Le psychologue de l'hôpital, un homme qui parlait doucement, avait dit à Claire de ne pas le forcer à raconter que les souvenirs d'emprise et de peur remontant rarement comme un récit. Ils remontaient comme des éclats. Des odeurs, des gestes. Laissez-les reprendre un peu de contrôle, avait-il conseillé. Claire avait hoché la tête, mais son regard disait la vérité. Elle avait l'impression que le contrôle était un luxe qui venait de disparaître avec l'enfance de son fils, au poste. Delmas n'avait pas dormi, il s'était lavé le visage à l'eau froide qu'elle n'avait rien changé. L'affaire avait changé de nature. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver Louis. Il s'agissait de comprendre ce qui avait tenté de s'installer autour de lui comme une étoile, et de démêler cette étoile sans la secouer. Parce que secouer la toile pouvait faire tomber d'autres choses. La perquisition chez Ménard avait laissé derrière elle un malaise plus dense que l'épreuve. Les carnets, les listes, la carte à noter, les fils rouges en paquet. Cette mise en série d'un symbole qui, chez Louise, avait été un porte-bonheur intime, avait quelque chose d'obscène. Comme si quelqu'un avait industrialisé l'espoir, Delmas avait feuillé un carnet en latex. Des pages où Ménard écrivait comme un prédicateur, mêlant phrases pseudo-thérapeutiques et injunctions. Il parlait de révèle, de vérité. D'enfants invisibles, il parlait surtout de lui-même. Mais ce qui inquiétait Delmas, si n'était pas l'ego de Ménard. Qu'était le mot qu'il se trouve dans ces échanges, et le pseudo-silex qui surgissait comme une pierre noire dans la boue. Dans les enquêtes, il y a des mots qui font Freud parce qu'ils ne sont pas humains. Qu'ils n'étaient pas un mode d'emprise sentimentale, qu'était un mode logistique. Et la logistique, que suppose des habitudes.
des circuits, des gestes répétés. Delmas avait connu des dossiers où une seule personne suffit à faire un nom fait, et d'autres où une seule personne n'est qu'une porte d'entrée. Silex ressemblait à une porte. La commandante et le maire s'étaient installés dans une petite salle à part avec 2 analystes. Ceux savaient lire l'architecture des messages comme on lit un plan de maison. Ils avaient imprimé les échanges. Pose des feuilles sur la table. Trace des lignes. Note des heures. Chaque message de Silex était court. Si. Et donnait l'impression de vouloir éviter toute émotion. Tu as récupéré la colis. Liu, ok. Ne fais pas les héros. Si dernier avait retenu le maire. Un conseil de prédateur à prédateur ou de supérieur à subordonne? Delmas avait demandé qu'on lance des vérifications sur tous les numéros, toutes les applications utilisées. Les outils ont parlé en probabilités, en proximités, en recoupements, rien de net. Au départ, comme si Silex était déjà un fantôme avant même qu'on les cherche. Alors Delmas a fait ce qu'il fait quand la technique refuse de donner vie, il est retourne à l'humain. Il a demandé une liste des personnes ayant pu croiser Ménard dans les dernières semaines. Bibliothèque. Parc. Arrêts de bus. Association locale. Il a demandé à la municipalité les archives de plantes et de signalements. Il a demandé au collège si d'autres parents avaient parlé de l'homme qui attend. Et il a insisté sur une chose. Qu'on ne prononce pas le nom de Ménard en public. Qu'on ne laisse pas les médias fabriquer un monstre unique. Parce que quand les médias fabriquent un monstre unique, les autres monstres se cachent mieux. Mais déjà, la machine médiatique tournait. Des journalistes avaient campé devant le poste, devant l'hôpital. On avait entendu des phrases comme tentative de meurtre, mise en scène, secte, riseu. Chacun ajoutait sa couche comme si le drame était une pâte à modeler. Des spécialistes parlaient de grooming, d'emprise, de rupture des liens familiaux, ces mots existent depuis longtemps dans les rapports et les livres. Mais quand ils arrivent sur les plateaux, ils deviennent des sensations. Delmas s'en méfiait, il savait que la sensation attire des témoins opportunistes. Des dénonciations absurdes, des appels de gains qui veulent être utiles et finissant par brûler. Pourtant, malgré la colère qu'il ressentait contre cette exposition, il ne pouvait pas nier l'avantage, la lumière. Parfois, fait sortir de l'ombre des détails que la police n'aurait jamais trouvés sur les. À midi, le standard a reçu une série d'appels. Une femme disait qu'elle avait croisé Ménard près de la bibliothèque, qu'il parlait à un garçon plus jeune. Qu'elle avait eu un mauvais pressentiment. Un homme disait qu'il avait vu une voiture blanche stationnée près de la rivière depuis des semaines. Un autre disait qu'il connaissait un certain Raphaël qui se prenait pour un thérapeute. Et puis, il y a eu l'appel qui a fait tomber en silence sur le bureau, une voix d'adolescente. Tremblante, un garçon qui demandait si qu'est-ce vrai qu'un homme avait été arrêté. Et si qu'est-ce fini, Delmas a demandé qu'on le fasse venir. Accompagné d'un parent, le garçon est arrivé une heure plus tard. Capuché sur la tête malgré le chauffage, mains dans les poches comme s'il voulait disparaître dans ses propres manches. Il s'appelait Hugo. 3 ans. Un ami d'ami de Louis, pas très proche. Mais assez proche pour avoir croisé les mêmes couloirs. Hugo a dit qu'il avait parlé avec Ménard une fois. Près du parc, parce que Ménard avait l'air de comprendre. Il avait dit à Hugo des phrases étranges. Tu n'es pas faible. Tu es non vous. Les adultes ne respectent que les absences. Hugo a raconté cela avec une honte palpable. Parce quoi 13 ans? Admettre qu'un adulte inconnu vous fascine, c'est avoir une vulnérabilité. Il a dit que Ménard lui avait parlé d'un groupe, pas un groupe officiel. Plutôt des gens qui aident à se libérer, Hugo a dit qu'il ne savait pas si c'était vrai ou si c'était pour impressionner. Delmas a demandé. Il la donne un nom.
Hugo hésite. Puis il a dit... Il dit cette Silex. La syllabe est tombée sur la table comme un caillou. Le maire a levé les yeux, immédiatement. Delmas a senti sa nuque se raidir. Voilà. Une preuve humaine, pas une preuve technique. Une preuve de bouche. Hugo a continué. Il a dit que Ménard parlait de Silex comme d'un vieux de la vieille, quelqu'un qui sait d'où on peut aller sans être trouvé. Quelqu'un qui a des androïdes, Delmas a demandé. Des androïdes, Hugo a haussé les épaules. Je sais pas. Des androïdes où les adultes font pas. Des bâtiments vides. Il a ajouté, presque en chuchotant. Il disait aussi que Silex aimait pas quand on parlait trop. Il disait qu'il faut pas le contraire. Cette phrase avait un goût de menace. Delmas a demandé à Hugo s'il avait vu Silex. Hugo a répondu non. Il a dit que était un nom qu'on prononce pas. Et cette superstition-là, même si elle semblait enfantine, ressemblait à une règle imposée. Delmas a pris Hugo très au sérieux. Parce que les prédateurs, qu'ils soient seuls à un réseau, aiment créer des mythes, un nom qui ne se prononce pas. Un chef invisible, un sachant. C'est une technique d'emprise ancienne, décrite dans des études sur les groupes coercitifs. Le mystère protégeait le pouvoir. Delmas a demandé à l'équipe de récupérer tout ce que Hugo disait. Les lieux, les phrases, les horaires, et surtout, Delmas ordonne une vérification systématique des bâtiments abandonnés et des locaux vacants autour de la rivière et de la commune, en particulier ceux auxquels un adulte discret pourrait accéder sans éveiller de soupçons. Il savait qu'il fallait le faire sans hystérie, mais il savait aussi que l'affaire pouvait s'élargir très vite. Et que s'élargir vite est une manière de perdre pendant ces items. À l'hôpital, lui commençait à parler par fragments. Non pas sur la route, non pas sur les tunnels, mais sur la vente, sur ce qu'il avait rendu perméable. Le psychologue avait expliqué à Claire qu'il ne fallait pas l'interroger comme un enquêteur, qu'il fallait l'écouter comme une mère. Avec des phrases simples, des questions ouvertes. Claire se sentait maladroite, comme si on lui avait retiré les gestes évidents. Elle commence par une phrase presque banale. Quand tu las rencontres, tu t'y es senti comment. Lui a mis du temps. Puis il a dit comme. Claire a senti une douleur parce que calme est un mot qu'on voudrait offrir à son enfant. Pas un mot qu'on voudrait entendre associé à un ravisseur. Louise ajoute. Il disait que c'était pas ma faute si je pensais trop. Il disait que les adultes aiment les enfants faciles. Claire a serré les lèvres. Louis a continué. Il disait qu'il y a des gens qui savent faire taire le bruit dans la tête. Le psychologue note sans interrompre. Il a juste demandé. Le bruit. C'était quoi? Louisa hausse les épaules. Tout. L'école. Les règles. Les gens qui se moquent. Les profs. Maman quand elle dit arrête. Claire a eu un sursaut de culpabilité. Louis la regardait et a murmuré. Je voulais pas que tu pleuresses. Claire a répondu. Et pourtant tu voulais que je t'écoute. Louis abaisse les yeux. Il a dit, je voulais que tu me voies. Cette phrase-là a traversé Claire comme un éclair. Elle a compris qu'elle était entrée dans une zone où l'amour ne suffit plus. Où l'amour doit apprendre à regarder ce qu'il n'a pas voulu voir. Et cette compréhension l'a changé déjà. Douloureusement, Delmas. Louis devait protéger Louis d'une autre violence. Celle de l'enquête elle-même. Il a insisté pour que les auditions de Louis soient repoussées tant que son état n'était pas stabilisé. Parce qu'un enfant sous emprise peut répéter les phrases de l'emprise, les experts en psychologie judiciaire rappellent que les victimes peuvent protéger leur bourreau. Parfois par peur, parfois par confusion, parfois parce qu'on leur a appris à se sentir responsables. Delmas voulait éviter qu'un interrogatoire trop tôt ne transforme
lui un témoin contre lui-même. Mais l'urgence de Silex restait. Le maire a proposé une approche. Faire croire à Silex que Ménard avait parlé, l'attirer sur un canal. Pousser le fantôme à s'y manifester. Delmas a accepté avec prudence. On utilise le téléphone de Ménard sous contrôle, avec un message minimal. Sans émotion, dans la langue sèche que Silex semblait aimer. Problème, besoin de conscience. Le maire avait expliqué que chez les personnalités dominantes, le besoin de contrôle déclenche souvent une réponse. La réponse est arrivée plus vite que prévu. Tu as merdé. Ni contact de place. Efface. Puis, tu as parlé. Delmas a senti son corps accélérer, Silex s'inquiétait. Silex surveillait. Le maire a répondu. Toujours dans le même style, sans théâtre. Ils ont l'enfant. Passe-moi. Il y a eu un silence de plusieurs minutes, puis une phrase. Alors qu'à certes rien, une phrase qui, dans sa froideur, semblait réduire Louis à un objet de stratégie. Delmas a eu un mouvement de rage, mais il s'est contenu. Le maire attend. Tu veux quoi? La réponse a été brutale. Je veux que tu fermes ta bouche. Et que tu crèves avec tes léconces. Puis place rien. Le canal s'est éteint. S'il n'était pas beaucoup. Mais c'était une signature. Une violence pure. Sans justification morale. Contrairement à Ménard. Delmas a dit à Rigal. On a du profit. Ménard veut être un sauveur. Silex veut être un maître. Rigal hoche la tête. Et le maître n'aime pas qu'on voit ses mains. A-t-il ajoute. Delmas a senti la fatigue lui grignoter les os. La chasse venait de changer de terrain. On ne cherchait pas seulement un homme. On cherchait une structure mentale. Quelqu'un qui se déplace sans la laisser de traces. Et qui parlait comme en tranche. Les équipes sur le terrain ont commencé à fouiller des bâtiments signals. Un ancien hangar agricole. Une maison inventée depuis des mois. Un petit local technique au bord d'un champ. Les recherches étaient faites proprement. Mais l'angoisse était là, parce que dans ce genre d'endroit. On imagine toujours si qu'on pourrait trouver. Delmas avait donné des consignes strictes. Pas de précipitation, pas d'images, pas de diffusion portante. Chaque porte qui s'ouvre laisse entrer le possible et le possible. Parfois, est insupportable. En fin d'après-midi, un gendarme a porté une enveloppe. Aucune adresse expéditeur, elle avait été déposée au poste. Simplement, par quelqu'un qui n'avait pas été identifié sur les caméras du hall. À l'intérieur, une feuille pliée en deux. Écriture imprimée pour éviter d'être reconnu. Une phrase, vous avez pris le mauvais. Delmas a senti un froid. Le maire a lu par-dessus son épaule. Une deuxième phrase, place basse sur la feuille. Le vrai ça disparaître. Puis. Au bas, un dessin simple. Un petit fil rouge noyé bouclé. Delmas a serré la feuille. Il la demande. Cameras. On a vérifié. Une zone morte dans l'angle. Un point aveugle. Comme par hasard. You comme par préparation. Si message n'était pas une revendication. C'était une humiliation. Une manière de dire. Vous avez arrêté un acteur par le metteur en scène. Delmas a pensé Ménard, à saper quand on évoquait Silex. Peut-être que Ménard n'était qu'une bouche, qu'une façade. Peut-être que Silex était l'architecte de la mise en scène, celui qui donnait des lieux. Celui qui orchestre des rendez-vous, celui qui sait exploiter les moments d'inattention. Delmas avait envie de croire que Ménard était le centre, parce que croire à une centre rassure. Mais le message disait, pas de centre. Une hydra, et c'est aussi un moment là qu'une autre pièce du puzzle est arrivée. Une pièce qu'on n'atteint jamais, parce que l'esprit refuse d'imaginer qu'un drame n'est pas unique.
Une femme d'une commune place loin appelle, la voix tremblante. Pour dire qu'un objet avait été retrouvé près d'une sentière, un petit bracelet de fil rouge. Elle jurait que quand elle lui appartenait pas, elle avait voulu une fausse. Elle avait eu peur de ne pas s'appeler. Les gendarmes sont à l'aise. Ils ont récupéré le bracelet. Les fibres semblaient similaires à ce que lui portait. Mais si type de fil peut être acheté partout, Delmas ne voulait pas se laisser emporter par une coïncidence. Et pourtant, l'image d'un paquet de fils rouges chez Ménard lui revenait. Et cette image donnait au fil une valeur de symbole. Un symbole peut être reproduit. Un symbole peut servir à marqueur. Delmas a donné un recoupement discret avec des signalements récents. Disparitions d'adolescents dans la région. Fugues inquiétantes. Plaintes de parents. On a consulté les bases. On a trouvé 2 cas. Pas forcément lies. Mais suffisamment proches pour faire mal. Une fugue d'un garçon de 14 ans. 2 mois plus tôt, retrouve le lendemain. Disant qu'il avait dormi dehors et refusant d'en dire plus. Une disparition non élucidée d'une jeune fille de 16 ans l'été dernier. Classé fugue probable, mais sans preuve solide. Les dossiers étaient là, sur une table. Comme des ombres qu'on n'avait pas regardées assez fortes, Delmas a senti une colère froide. Combien de fois a-t-on classé fugue pour respirer? Parce que le mode enlèvement est trop lourd. Les spécialistes le disent, les mots choisis par les institutions influencent la vitesse et l'ampleur des moyens. Delmas ne voulait plus être l'institution qui se rassure. Dans la nuit, l'équipe interroge un nouveau Ménard avec une approche différente. Delmas n'a pas voulu le laisser se raconter comme un héros. Il a voulu le briser dans sa logique. Non par violence, mais par réalité. Il y a une autre, a dit Delmas. Et vous le savez, Ménard garde un masque de dignité. Mais ses yeux trahissants, le maire a pris la parole. Le message dit, vous avez pris le mauvais. Quand vous visez, vous n'êtes pas le centre. Vous êtes un outil. Ménard affronte les sourcils. Blast, les prédateurs détestent être réduits. Je ne suis l'utile de personne, a-t-il crash. Le maire a répondu, alors prouvez-le. Donnez-nous Silex. Ménard a résisté. Puis il a commencé à parler d'une manière plus basse, moins théâtrale. Il a dit qu'il avait rencontré Silex sur un espace de discussion où des adultes se plaignaient du système, des familles toxiques, des enfants martyrisés par les règles, des mots qui sonnent comme des causes nobles mesquines. Dans la bouche de certains deviennent des excuses. Il a dit que Silex se présentait comme quelqu'un qui aide les jeunes à se libérer, qu'il avait des lieux, des contextes, une méthode. Delmas l'a coupé quand Ménard a voulu détailler la méthode. Je veux des faits. A dit Delmas, pas votre philosophie. Alors Ménard a donné ce qu'il pouvait, un lieu de rendez-vous où il avait. Une fois, rencontre Silex sans vraiment le voir. En parking la nuit, une voiture sombre. Des phares éteints, une voix à travers une vitre. Ménard a dit qu'il n'avait jamais eu de visage, seulement des consignes. Delmas a demandé, pourquoi vous obéissiez? Ménard a eu un silence, puis il a murmuré. Parce qu'il savait m'y faire peur. Voilà. Le sauveur avait un maître, le maire un autre s'y immota. Pure, la peur. Chez un prédateur, est une aveu de hiérarchie. Delmas a demandé. Silex vous a aidé à récupérer lui après la route. Ménard a hésité. Son visage s'est crispé. Et il a dit quelque chose qui a glacé la pièce. Je devais pas le récupérer moi-même. Et il murmure. Je devais le préparer. Le rendre malléable. Et ensuite, je devais le remettre. Delmas a senti sa gorge se serrer. Remettre à qui? Ménard a tremblé. Il a dit. À Silex. Ses mots avaient le poids d'une chaîne.
Delmas a frappé la table, passeport intimidant. Mais parce que son corps avait besoin de transformer la rage en bruit, la mère a gardé sa voix stable. Êtes-vous l'avez remise? Ménard a secoué la tête. Non, pas cette fois. Il a dit que l'intervention au tunnel avait cassé le plan. Il a dit qu'il n'avait pas voulu aller jusqu'au bout. Delmas ne l'a pas cru complètement, mais il a compris l'essentiel. Lui avait été une pièce dans une mécanique plus large, et si lui était une pièce. Alors d'autres pièces avaient peut-être existé à l'hôpital. Pendant ces temps, lui avait fait un cauchemar. Il s'était réveillé en criant qu'il ne voulait pas retourner dans le sac. Claire avait demandé. Quel sac? Lui avait panique. Puis c'était tout comme s'il venait de trahir une règle. Le psychologue avait noté cette phrase sans l'exploiter devant lui. Les mots d'un enfant, dans ces circonstances, sont des portes. Si on les ouvre trop vite, on les casse. Mais Claire, en entendant le sac, avait eu un vertige. Elle avait pensé à Collis. Elle avait pensé à l'idée qu'un adulte puisse parler d'un enfant comme d'un objet qu'on transporte. Elle avait senti quelque chose en elle se durcir. Une colère maternelle qui dépasse la douleur, une colère équi. Parfois, devient une force de survie. Delmas a demandé au psychologue un compte rendu prudent, sans dit-elle qu'il blessé. Le mot de sac est arrivé à Delmas comme une tache d'encre. Il repense aux hangars, aux bâtiments vides, aux voitures. Il a donné une consigne, accélérer la recherche de lieux de stockage. De locaux où quelqu'un pourrait déplacer des choses, où l'on pourrait cacher des personnes temporairement. Et il a demandé aux unités voisines de signaler toute activité inhabituelle la nuit autour des zones industrielles. Si n'était pas glamour. Si n'était pas un film, c'était du terrain. Des portes, des clés, des lampes, des odeurs. Le lendemain, une patrouille trouve un local municipal dont la serrure semblait avoir été forcée puis replacée. À l'intérieur, rien d'évident. Mais sur le sol, une marque de frottement. Comme si quelque chose de lourd avait été traîné, et dans un coin. Une petite boucle de fil rouge, pas un bracelet complet. Une boucle, Delmas a senti cette boucle comme une rire. Soit quelqu'un laissait des signes, soit quelqu'un avait importé des fils rouges partout. Les gendarmes voyaient des fantômes. Les deux possibilités étaient mauvaises. Parce que si était un signe, cela voulait dire qu'on jouait avec eux. Et si était une projection, cela voulait dire qu'ils perdaient leur lucidité. Le maire a proposé de retourner l'arme du symbole, si Silex aimait les signes. On pouvait lui en donner un coup le pouce à sortir. Elle a demandé à Delmas l'autorisation de diffuser. Très discrètement, une information contrôlée dans certains cercles locaux. Que Ménard avait tout raconté, que Silex est identifié. Que la prochaine étape est imminente, un rumeur fabriqué. Mais ciblé, destiné à provoquer. Delmas hésite, manipuler les informations. Même pour une bonne cause, est un terrain glissant. Mais le temps jouait, et surtout. Silex avait déjà prouvé qu'il jouait, le maire a dit. Il ne supportera pas de perdre le contrôle de son mide. Delmas accepte. À condition qu'il s'y soit fait proprement et que cela ne mette pas d'autres enfants en danger. La rumeur a circulé comme une étincelle dans une boîte séchée. Et au bout de quelques heures, un message arrive sur un canal déjà connu. Un canal qui semblait surveiller. Vous mentez. Puis, vous n'avez rien. Puis, quelques minutes plus tard, arrêtez ou vous en aurez une autre. Cette dernière phrase a fait basculer la piste. Vous en aurez une autre quoi? Une autre enfant, une autre morte. Une autre disparition. Delmas a senti un souffle froid. Le maire a répondu, très calmement.
Vous n'en voulez pas un autre, vous voulez être le seul. Il y a eu une longue silence, puis une phrase. Plus courte encore, vous ne comprenez pas. Et plus rien, cette phrase. Vous en aurez une autre, n'était pas seulement une menace. C'était une façon de dire qu'il y avait un stock, une repetition possible. Delmas s'est immédiatement demandé un point avec la cellule locale de protection de l'enfance, avec les établissements scolaires, avec les services sociaux. Il ne voulait pas déclencher une panique publique. Mais il voulait qu'on soit vigilant, qu'on repère les adultes qui rôdent, qu'on écoute les élèves qui parlent d'un fantôme, qu'on prenne au sérieux les changements de comportement. Dans des affaires similaires, des experts rappellent que la prévention passe parfois par des signaux faibles. Un enfant qui change de trajet, qui isole son téléphone, qui parle d'un adulte qui comprend. Delmas ne voulait plus traiter les signaux faibles. Claire, informé qu'il existait potentiellement un autre. A eu une crise de larmes qui s'est transformée en colère. Vous me dites que mon fils était une répétition. A-t-elle demandé. Delmas n'a pas dit oui. Il a dit, on ne sait pas. Mais on ne prendra pas le risque de ne pas savoir. Claire a serré les dents. Alors trouvez-le. Elle ne parlait pas de lui. Elle parlait de Silex. Et dans si trouvez-le, il y avait la transformation qu'elle avait promis sans le savoir. Elle n'était plus seulement une mère inattente. Elle devenait une mère qui exige, une mère qui refuse que son enfant soit une anecdote dans une série. Pendant une audition douce, lui allait s'échapper en détail. Comme un éclat, il a dit qu'avant le tunnel. Il s'avait entendu dans un endroit qui sentait la peinture. Claire a demandé. Quel endroit? Lui a secoué la tête. Panique. Le psychologue a coupé. On s'arrêtait, mais Delmas. Informe plus tard a note. Pincher. Odeur. Cela pouvait correspondre à un garage, à un local, à un hangar. Il a demandé qu'on recoupe avec les bâtiments récemment rénovés. Les chantiers, les ateliers. Il savait que était fragile, que l'odeur est subjective. Mais dans une enquête, on prend les éclats et on cherche où ils peuvent s'accrocher. On a aussi découvert, en fouillant davantage la vie numérique de Ménard, des références à un lieu qu'il appelait le ciment, pas son nom officiel. Un surnom, et le mot, par association, faisait penser à silex, à la pierre, au mineral. Delmas a senti un fil s'étendre. On a cherché autour de ces surnoms. Anciennes carrières, zones de béton. Friches industrielles, la région avait plusieurs sites désaffectés. Des endroits où le béton régnait et où personne ne regarde sauf ceux qui violentes n'est pas être vos. La première descente a eu lieu un soir. Sans sirenes, une friche à la sortie de la ville. Derrière une clôture tordue, le sol était jonché de gravats. L'air sentait le métal et l'humidité. Les lampes éclairaient des murs tagos. Des escaliers vers nulle part. On a entendu des rats. On a entendu aussi, dans le silence, ce que Delmas détestait entendre, la possibilité. Il s'en trouve une piste à l'écart, une ancienne salle de repos. Avec un matelas, des bouteilles d'eau, des emballages alimentaires, rien de concluant. Mais sur le mur, une phrase était écrite en lettres épaisses. Disparaître qu'est existe. Delmas a senti un frisson. Ménard avait écrit des choses comiques. Silex pouvait aussi. Ou quelqu'un d'autre. La phrase était un slogan. Les slogans sont des drapeaux. Dans un coin, ils en trouvent une boîte en plastique, vide. Et au fond, un petit nœud de fil rouge. Encore, Delmas a serré la mâchoire. Il a demandé qu'on prenne tout, qu'on analyse. Qu'on photographie, qu'on ne se raconte pas d'histoire avant les résultats.
Mais dans sa tête, l'histoire se racontait quand même. Un lieu, un slogan, un symbole, tout cela faisait système. Cette nuit-là, Menarda demande à parler. Pas pour ses confesseurs, pour négocier. Je peux vous aider, a-t-il dit. Le ton de celui-ci se sent encore important. Je peux vous dire où il va. Delmas a répondu, vous allez nous dire. Vous n'êtes pas en position de marchander, Menarda sourit. Triste, vous croyez. Delmas a senti qu'il fallait briser le théâtre. Il a parlé d'une voix basse. Il a dit vous en aurez un autre. Vous savez ce que vous direz? Vous voulez peut-être pour la première fois. Menarda eut un vrai mouvement, un vrai tremblement. Parce que l'idée de notre enfant en danger, même chez un prédateur, peut déclencher une peur d'être dépassé, il la murmure. Il le ferait. Delmas a dit. Alors parler. Menarda finit par donner une direction. Pas une adresse. Il a parlé d'un endroit près des silos. D'un ancien dépôt où des camions passaient autrefois. Il a dit que Silex aimait les lieux où le bruit couvre les voies. Et Delmas a compris que Silex aimait le bruit parce que le bruit rend les témoins sords le problème. C'est ce que près des silos pouvait désigner plusieurs endroits, mais ce qui était assez pour agir. Une opération a été montée, encore une fois sans spectacle. Des équipes réparties, des issues bloquées à distance. Delmas n'avait pas l'illusion que Silex serait là, parce que Silex semblait fuir la présence. Mais Delmas espérait trouver quelque chose, un objet, une trace, une preuve que le fantôme despiède. Les silos se dressaient comme des tours sombres et l'air sentait la poussière. À l'intérieur du dépôt, il s'en trouve des traces de passage récents. Des passes dans la poussière, des emballages, des mégots et dans une petite pièce. Derrière une porte métallique, un tableau blanc avec des mots écrits au feutre. Des prénoms d'enfance. Certaines bars, certaines entours. Delmas a senti sa gorge se nouer. Il ne savait pas encore si ces prénoms étaient des fantasmes. Des cibles, des cas comme Menard disait. Mais il savait une chose, s'il n'était pas seulement lui. Le bruit venait de la cuisine, mais il ne ressemblait pas à une démarche tranquille. C'était un frottement précipité, un pied qui accrochait une chaise. Un souffle retenu, dans ce genre de maison. Le son voyage vite, il rebondit sur le carrelage. Remontait le long des murs, s'accroche aux portes. L'enquêtrice sentit chaque muscle de son corps s'étendre comme une corde. Lucas, sur la chaise, tremblait encore sous la couverture de survie. Mais ses yeux s'étaient ouverts davantage. Il fixait un point derrière l'épaule de l'enquêtrice. Pas de la police, pas les uniformes. Mais la zone où le danger allait surgir, elle éleva doucement une main pour faire reculer les agents les plus proches. Pas par faiblesse, par calcul. Trop de mouvement, trop de bruit. Et le homme pouvait paniquer. Les spécialistes de gestion de crise le répétant. Si n'est pas l'autorité qui sauve, c'est le contrôle de la température émotionnelle. Or, à l'intérieur, on sentait déjà la température monter, le négociateur s'avança d'un pas. Lentement, la voix posée, comme s'il parlait à quelqu'un derrière une porte d'appartement, un voisin en détresse. On est là, on sait que vous êtes dans la maison. On ne veut pas que quelqu'un se fasse du mal. Il n'est pas pas ravisseur. Il n'est pas criminel. Il pose juste un cadre où la sortie existait encore. Un autre passe, puis un silence. Et puis le homme apparut, à demi, dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il avait un visage banal. Ce type de visage qu'on oublie quand on le croise au supermarché, une barbe de quelques heures.
des yeux kernes, une casquette qui avait connu trop de pluie. Il tenait quelque chose à la main, pendant une fraction de seconde. Tout le monde crut à une arme, mais ce n'était pas une arme. C'était un téléphone, et il le tenait comme on tient un talisman. Comme un homme qui croit encore qu'un appareil peut lui ouvrir une sortie. Recules. Dit-il, et sa voix n'était pas forte. Mais elle vibrait d'une colère froide. Recules auge. Il n'acheva pas, parce qu'il n'avait pas besoin. Les menaces ne sont pas toujours verbales, elles sont dans la tension des épaules. Dans la façon dont les doigts se crispent, dans le regard qui cherche une fenêtre plutôt qu'une discussion. Lucas fit un petit bruit, un gémissement à peine audible. Et si bruit changea la piste. On aurait dit que l'air, lui-même se souvenait d'un autre instant. D'un autre espace où un gémissement avait déclenché un geste. L'homme tourna la tête vers Lucas. Et dans ses yeux, l'inquiétude fit quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Pas du dégoût pour l'enfant, du dégoût pour le problème. Un enfant vivant est un problème. Un enfant qui parlait est une catastrophe. Tout fait exprès, cracha-t-il. Comme si Lucas avait choisi de trembler pour le punir. L'inquiétude sentit le fil s'étendre. S'il n'était pas un père, s'il n'était pas un sauveur. C'était quelqu'un pour qui l'enfant n'était pas une personne, mais une variable. Le négociateur reprit, on ne peut pas le. Personne ne vous tire dessus, on veut juste que s'arrête. Il avança l'idée de faire comme une couverture. Les mots s'arrêtent sont parfois les seuls mots que les gens acculés pouvaient entendre. L'homme rit un rire sec. Sans Joey, s'arrête quand vous arrêtez de vous mêler. Il leva le téléphone. Vous savez passer que vous faites. Il y eut un déclic à l'arrière. Un agent qui repositionne son pied. L'homme le vit. Son regard se durcit. Il recula d'un pas. Vers la cuisine. Ne bougez pas. Dit l'inquiétrice, d'une voix plus fermée que le négociateur. Sans crier, elle s'adressait à ses équipés autant qu'à lui. Et si héstait, c'est le moindre réflexe qui déclenche le mauvais geste. L'homme hésita. Il regarda la fenêtre de la cuisine. Il regarda le couloir. Il regarda Lucas. Il prit une inspiration courte, comme quelqu'un qui décide. Et il fit exactement ce que l'inquiétrice craignait. Il recula encore. Plus vite, comme s'il allait disparaître dans une autre piste. L'inquiétrice fit un signe, pas d'assaut frontal. Un contournement. Deux agents glisseront à gauche. Vers l'arrière-cuisine, là où les maisons anciennes ont souvent une porte secondaire. Une troisième équipée s'approcha de l'escalier menant au sous-sol, les caves. Dans ces maisons sont des fosses. On y cache des choses, on y fait peur. Lucas suiva tout du regard, et soudain, il murmura, les lèvres collées par la sécheresse. Il a la clé. Il parlait de la cave. Il parlait d'une habitude. Il parlait d'un lieu où on enfermait. Ses yeux se rempliront de larmes. Il met la musique forte comme ici. En place de le garder, il fallait couvrir les bruits. L'inquiétrice sentit une rage lui monter dans la gorge, une rage si pure qu'elle faillit la trahir. Elle la repoussa. Elle se pencha vers Lucas. Doucement. Et lui demanda. Tu peux respirer, tu peux me regarder. Il hocha faiblement la tête. Je vais te sortir d'ici, dit-elle, et elle ne voulait pas que ce soit une promesse héroïque. Elle voulait que ce soit une instruction, une phrase qui devient vraie parce qu'on l'a fait vraie. Le bruit dans la cuisine se transforma en fracas, un tiroir qu'on arrache. Une chaise qu'on renverse, l'homme cherchait quelque chose. Il essayait de gagner du temps. Le négociateur s'approcha un peu plus. Mains visibles, écoutez-moi. Vous pouvez sortir, on vous écoute.
Le homme répondit depuis l'autre piste. Vous écoutez rien. Vous détruisez tout. Puis, soudain, il y eut le bruit le plus terrifiant de tous, un silence. Net, volontaire. Le silence d'un homme qui n'est plus en train de discuter. Le silence d'un homme qui agite. Un agent à l'arrière cria, porte de service. On entendit une porte qu'on claque, un pas sourd d'escraviers. Puis une écorce, tout bascula en mouvement. Les équipes sortirent, contournèrent la maison. Et l'enquêtrice, Ellie, resta une seconde de trop près de Lucas, parce qu'elle ne voulait pas le laisser. Pas maintenant, pas après tout. Lucas attrapa son poignet avec une force surprenante. Ses doigts tremblants mais décident. Pas sûr, murmura-t-il. Il avait peur que, de quel détourne les yeux, quelqu'un revienne le reprendre. Non. Répondit-elle, d'une place seule. Ah, des horses. Des cris, une poursuite. Le bruit d'un moteur qui démarre trop vite, un véhicule qui patinait dans la bouée. L'homme avait une voiture cachée derrière la maison, mais le terrain était lourd. Et la précipitation vite, les agents convergèrent. Le moteur hurla, la voiture tenta de repartir. Mais une roue s'enfonça, une seconde. 2 secondes, et si délai. Minuscule, fit toute la différence. L'enquêtrice entendit, au loin. L'ordre sec, coupé. Un autre ordre sortait du véhicule. Et une voix qui répondait par des insultes, des menaces. Puis par un bruit sourd, encore plaque. Une lutte, la terre qui éclabousse. Quand elle sortit enfin, Lucas s'enveloppe dans une couverture. Portée avec précaution, elle vit le homme au sol. Menotté, visage écrasé dans la boue. Les yeux injectés de fatigue et de haine, il se débattait encore. Non pas pour s'échapper, mais pour refuser l'humiliation. Il cracha, vous avez rien compris. Vous avez rien compris, hein? Et l'enquêtrice, cette fois, ne se contenta pas de les regarder. Elle s'accroupit à sa hauteur. Assez près pour que ses mots soient une lame. Je comprends que tu as failli le tuer. Dit-elle, le homme éclata d'un rire nerveux. Il était mort, il aurait dû être mort. Il prononça cette phrase comme un constat administratif, pas comme un drame. Puis il releva les yeux vers Lucas et son visage se tordit. Tu vois, tout cas. C'est ta faute, non? Lucas détourna la tête, son corps tremblait plus fort. L'enquêtrice sentit sa main se refermer sur l'épaule du garçon. Un geste simple. Encre, une médecine d'urgence. Arrive avec les équipes, examina Lucas sur place. Dehydration, hypothermie. Traces de sédatifs, peut-être.